En fait, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Alors, donc, je me présente, moi, je suis Xavier Pinon. Donc, je suis à la fois président du groupe Entreprendre des alumni de Sciences Po et cofondateur du comparateur Selectra. Au sein du groupe Entreprendre, je ne sais pas si vous savez, quand vous êtes membre du groupe Alumni, vous pouvez sélectionner les groupes qui vous intéressent le plus. Et donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est plus start-up, monde économique et entrepreneuriat de façon générale. Oui, n'hésitez pas à rentrer. Et on organise plein de choses, donc de conférences, des visites, des after-work avec l'incubateur de Sciences Po, des visites de sites, des rencontres également pour trouver des associés quand on a des projets entrepreneuriaux à porter. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur toutes les activités qu'on a au sein du groupe Entreprendre et je suis à votre dispo si vous voulez échanger sur ces sujets-là. Et puis, donc, ma deuxième casquette, c'est donc cofondateur du comparateur Selectra, qui est donc une start-up issue de l'incubateur de Sciences Po. On était dans la première promo de l'incubateur en 2009-2010, donc ça commence à faire un petit moment. On a créé donc ce comparateur de prix pour l'énergie, les télécoms, les assurances, pour rigoler avec un ami de Sciences Po à l'époque, quand on avait 19 et 20 ans. Et puis finalement, contre toute attente, ça a marché parce qu'on avait un time to market qui, par hasard, était le bon. Donc aujourd'hui, on est 1700 collaborateurs chez Selectra qui mènent son activité dans une quinzaine de pays. On a quelques personnes qui nous ont rejoints ce soir et qui également viennent de Selectra. De même que Maxime, qui est directeur général délégué de Selectra et travaille également donc, avec nous. Et c'est vrai qu'en fait, cette expérience chez Selectra, j'ai réalisé qu'une des différenciations, je pense, qu'on avait par rapport à d'autres personnes qui s'étaient lancées sur les mêmes sujets, c'était effectivement notre capacité à délivrer. Je pense que c'est une spécificité chez Selectra d'avoir cette capacité à produire, à délivrer et à pas forcément se poser trop de questions. C'est vrai que nous, quand on s'était lancé, on s'était pas dit, on n'avait pas fait des études de marché dans tous les sens pour faire de l'entrepreneuriat. On s'est dit, allez, on y va, on le fait et on teste au fur et à mesure pour progresser. Je pense que si on arrive à concentrer sa productivité sur les tâches qui créent vraiment de la valeur ajoutée, donc c'est un peu le côté, vous savez, quand on travaille sur du produit en tech, on parle du côté discovery, pour découvrir ce qu'il faut construire. C'est peut-être la partie la plus importante. Et puis après, du côté delivery, pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et donc, si on maîtrise ces deux aspects-là, très souvent, la réussite est au rendez-vous. Alors, je vais peut-être avancer. Alors, je vais vous envoyer une bonne tarte à la crème pour commencer avec cette citation de Steve Jobs. Mais Steve Jobs dit parfois des choses intéressantes et vraies. Être productif, en fait, c'est effectivement utiliser des outils. On a beaucoup d'outils ce soir à vous présenter dans la présentation. Et donc, c'est ça que nous dit Steve Jobs. Mais il ouvre tout de suite également la discussion sur le fait que la productivité, finalement, rend meilleure. Donc, on est dans une discussion presque philosophique, finalement. Et ça me semble intéressant parce que quand on pense productivité, les premiers mots qui nous viennent peut-être à l'esprit, c'est Stakhanov ou chaîne, Fordisme, chaîne de montage. Vous voyez un peu le genre de truc auquel on pense. Et donc, dans tous les cas, quelque chose d'un peu inhumain et contraignant. Et je pense que c'est vraiment l'une des plus belles réalisations de notre époque, d'avoir montré qu'en fait, quand on a compris qu'il fallait s'écouter, quand on se sent vraiment en cohérence avec soi-même, peut-être en congruence, comme on dit dans le coaching, et ben en fait, c'est dans ces cas-là qu'on réalise les plus belles choses, qu'on se réalise soi-même. Et bien sûr, même si on est aidé par des nombreux outils, il y a aussi cette dimension finalement du respect de l'humain qui est au cœur de la productivité. Et c'est ça qui va nous rendre véritablement efficaces. Et peut-être que ça, c'est une trouvaille de la fin du XXe siècle qui nous a tous, qui a tous changé nos vies, je pense, dans le monde du travail en tout cas. Alors voilà, écoutez, maintenant je vais laisser la place à nos différents intervenants. Alors, nous avons notre premier intervenant qui sera Maxime, donc directeur général délégué de Selectra. En fait, Maxime, son histoire avec la productivité, c'est qu'il s'est auto-formé sur ces sujets qui le passionnaient pour vraiment décupler son impact au sein de la société.
Et aujourd'hui, c'est notre formateur sur tous ces sujets de productivité. Et cette conférence, c'est le fruit de son imagination, de sa volonté de partager son savoir et ce qu'il a compris de tous ces sujets avec un public plus large. Et puis, je vais présenter également donc, Pierre, qui, depuis 3 ans, cumule 3 jobs à la fois, mais il ne travaille jamais après 19 heures. Donc, il va nous expliquer comment il fait. Je laisserai présenter peut-être ces différentes activités. Et il se fait également appeler Panam Automatize, ce qui nous laisse songeur sur toutes ses qualités en matière de productivité. Et puis, je vous présente également donc, Antoine, qui est cofondateur de Phoenix Mobility. Donc, lui, de façon peut-être plus classique, s'est servi de la productivité comme un outil pour lancer son entreprise et travailler sur et entreprendre. Et il anime également un podcast sur le sujet de la productivité et partage donc du coup son savoir-faire également avec un public plus large. Voilà, je vais laisser peut-être la parole à Maxime et vous laisser aussi plonger dans ce paradoxe finalement de s'arrêter et de prendre du temps pour parler de la productivité. Merci beaucoup Xavier. Alors du coup, on va attaquer les conseils pratiques. Donc là, l'objectif, c'est de vous partager toute une série d'habitudes qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps, enfin j'espère beaucoup, dans votre travail au quotidien. Donc on va commencer avec le premier conseil. Donc le premier conseil, c'est le pouvoir du non. Donc non, c'est le mot qui va probablement vous faire gagner le plus de temps. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs sollicitations auxquelles il faut savoir répondre non. Les premières, c'est les sollicitations externes. Donc, typiquement, les prestataires de services qui vous contactent pour vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin, les webinars, les forums qui ne servent pas directement votre business. Ensuite, il y a les sollicitations internes auxquelles il faut également répondre non. Donc, typiquement, les réunions pour lesquelles vous n'avez pas beaucoup de valeur ajoutée ou vous n'êtes pas indispensable. En fait, avant chacune de ces réunions, posez-vous toujours la question, est-ce que si je ne viens pas, ça va changer quelque chose au résultat final? Et si la réponse est non, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Et ensuite, il faut également savoir dire non aux projets non prioritaires et peu prometteurs pour pouvoir se concentrer sur vos 3, 4, 5 projets qui rapportent vraiment du chiffre d'affaires ou font vraiment avancer ce en quoi vous croyez. Le bon exemple d'une personne qui a souvent dit non, c'est Steve Jobs. Donc, je vais resservir Steve Jobs après Xavier. Donc, en 1997, durant la conférence des développeurs Macworld, il a dit à tous ses développeurs, se recentrer sur l'essentiel, c'est dire non en premier lieu. Et il l'a appliqué, puisque quand il est revenu à la tête de Apple en 1993, après avoir été évincé pendant une dizaine d'années, il a réduit le nombre de produits de 350 à 10 chez Apple. Et ça a eu un réel succès parce que Steve Jobs s'est concentré sur les 10 produits qui rapportaient le plus à son entreprise. Et donc, pour dire oui à ces 10 produits, il a dit non aux 340 autres, finalement. Donc, pour réussir à dire non, il faut 2 qualités principales. C'est la confiance en soi, être sûr de ce qu'on avance pour pouvoir dire non. C'est beaucoup plus facile de dire oui que non. Et le discernement pour trier ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Mais vous y gagnerez énormément parce que ça vous permet de vous concentrer sur les tâches où vous avez le plus de valeur ajoutée. Votre équipe, elle sera plus autonome du coup parce qu'on ne viendra pas, comme on sait que vous savez répondre non, on viendra vous solliciter uniquement lorsqu'on a vraiment besoin de vous. Et vos collaborateurs iront chercher l'information par eux-mêmes quand ils ne la trouvent pas avant de vous solliciter. Et ça vous permettra d'économiser de l'énergie et de la concentration parce que vous ne serez pas interrompu par de nombreuses petites sollicitations toute la journée. Donc, dire non, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci Xavier pour la présentation que tu nous as fait juste avant. Donc effectivement, dans cette première partie, on déroule un peu une liste d'astuces et d'organisations. Donc on passe à la deuxième, qui est faire une cure de notification. Moi, ça a été un peu un changement chez moi. Il y a quelques années, j'avais acheté un téléphone, c'était un Samsung. Maintenant, c'est un peu une antiquité, mais bon, voilà. Et en fait, sur le haut de l'écran, il y avait une sorte de petite LED
qui s'allumaient d'une couleur différente en fonction du message que je recevais. Et donc, je ne sais pas, si j'avais un message sur LinkedIn, ça clignotait un tout petit peu bleu en haut. Si j'avais un message sur Messenger ou sur WhatsApp, c'était un petit peu vert et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que petit à petit, quand j'avais mon téléphone à côté de moi, parfois j'avais l'impression du coin de l'œil que mon téléphone avait clignoté. Et donc, du coup, je le prenais, je regardais, et en fait, il ne s'était rien passé du tout. Ou alors, il s'était effectivement passé quelque chose, et donc, du coup, je me replongeais dans mon téléphone. Et en fait, c'est un des trucs qui m'a fait changer de téléphone. Bon, encore une fois, c'était un truc qui était flingué, donc forcément, j'avais pas trop le choix. Mais quand je me suis rendu compte au téléphone suivant que j'avais plus cette notification qui venait en permanence, cette sollicitation qui venait en permanence, ça a été pour moi une révélation. Et après, j'ai tout coupé. Donc que ce soit les notifs Slack, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, mail. En fait, tout ce qui peut me déranger, j'ai pas de notification. Si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir. Il y a quand même de grandes chances que vous ayez Slack, par exemple, pour communiquer avec votre équipe. Par exemple, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir la version application de Slack pour ne pas l'avoir ouverte en permanence. Je quitte mon onglet Chrome de Slack et comme ça, c'est réglé. Donc, j'ai cuté toutes les notifications. La seule manière de me déranger, c'est d'être un contact important dans mon répertoire et de m'appeler. Et dans mon appart, je n'ai pas de réseau, même si j'habite dans le centre de Paris. Donc, au moins, c'est réglé. Donc, je réponds quand même aux appels de mon père, de ma mère et des gens qui comptent pour moi. Mais sinon, tout le reste, c'est moi qui décide quand je peux interagir ou quand il se passe quelque chose. Et ça change beaucoup. Ça a 3 grands bénéfices qui sont effectivement présents. Mais le bénéfice principal qui permet d'englober le reste, c'est le fait d'être jamais interrompu. En gros, dans une journée, je pense qu'on y reviendra un petit peu après, mais dans une journée, il y a des moments de deep work, de travail intense, focus. Il y en a qui parlent d'état de flow, enfin, on appelle ça comme on veut, mais en gros, c'est un état dans lequel on ne fait que travailler, on oublie le temps ou les paramètres externes. Et en fait, le fait d'avoir des notifications viennent nous couper de ce moment, viennent interrompre l'état de concentration. Et en fait, moi, il y a déjà tellement peu de chances que dans une journée, je puisse atteindre cet état de concentration où je suis vraiment en train de faire des trucs intéressants, que si en plus, il y a une probabilité non nulle de me faire couper en même temps, en fait, ma journée est détruite. Donc voilà, donc couper les notifications. Franchement, c'est un conseil qui est un peu bête, mais faites-le. Si vous ne voulez pas le faire tout de suite, mettez-vous en mode ne pas déranger sur votre téléphone, et comme ça, vous le ferez de manière temporaire. Vous ne serez pas obligé de le faire pendant toute la vie. Mais coupez, sélectionnez vos notifications, et vous serez beaucoup plus heureux. Et je laisse la parole à Pierre. Merci Antoine. Bonjour à tous, merci en tout cas d'être là ce soir. Là aujourd'hui, dans cette slide-là, on va parler de comment est-ce qu'on s'organise un peu dans notre journée pour faire les tâches. Est-ce qu'il faut faire celles qui sont les plus importantes en premier ou en dernier? Et pour vous l'illustrer, je vais vous prendre la métaphore du bocal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette métaphore. Qui connaît cette métaphore? Métaphore du bocal. Ok. On n'en dit pas alors. Globalement, vous prenez un bocal et dans ce bocal-là, vous essayez de faire rentrer 2 choses, du sable et des pierres. Les pierres, c'est les tâches les plus importantes de votre journée et le sable, c'est genre répondre à des emails, etc. Si vous commencez par le sable, il va se mettre au fond et ensuite, vous allez mettre les pierres et vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les pierres dans le bocal. Or, si vous commencez par les pierres, le sable ensuite va s'infiltrer entre les pierres et vous allez pouvoir remplir le bocal. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de la journée, il faut eat the frogs, c'est-à-dire faire l'action qui est la plus relou de votre journée. Comme ça, au moins, c'est fait. On n'en parle plus, on la passe et ensuite, on termine notre journée comme il faut. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que pour réaliser ça, il faut savoir ce qu'on doit faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et donc ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et on va en reparler dans les slides d'après sur comment est-ce qu'on met en place un système qui nous ressemble et qui nous permet d'être productif. Parce que, et c'est important, je pense, de le dire dès maintenant, ma productivité n'est pas votre productivité. Vous allez pouvoir vous inspirer de certains conseils qu'on va vous donner, mais c'est à vous de créer votre propre système. Et c'est là où, en fait, les gourous de la productivité nous mentent. C'est-à-dire que prendre une douche à 6h50 froide tous les matins, ça ne va pas vous faire devenir Steve Jobs. Par contre, ça peut vous faire devenir Steve Jobs. C'est-à-dire que si c'est votre système de productivité qui s'apparente à ça, là, ça peut le faire. Alors, du coup, pas plus de 3 onglets ouverts à la fois. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai appliqué quand j'ai commencé à me former à la productivité et ça m'a fait gagner énormément de temps. Donc les bienfaits, ils sont nombreux.
ça vous permet de vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Donc, ça vous permet d'aller plus vite sur la tâche que vous exécutez et vous économisez beaucoup d'énergie parce qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas cramé, on va dire, votre réserve de concentration en switchant d'une tâche à l'autre. Ça limite les distractions externes. Donc, typiquement, avoir l'onglet Gmail ouvert avec les emails qui s'entassent et dès que vous avez 10 emails, vous avez envie de voir ce qui se passe dans votre boîte. Ou les discussions non business, enfin les onglets non business, type Facebook ou YouTube, qui globalement vont vous tenter quand vous effectuez une tâche qui vous embête pas mal, comme je ne sais pas, relire un contrat ou autre. Vous vous dites ah bah tiens, j'en ai un peu marre, je vais aller sur YouTube. L'avantage d'avoir ces onglets fermés, c'est que ça limite cette tentation. Donc vous allez focaliser toute votre attention sur la tâche en cours. Et quand vous faites ça, en fait, il faut veiller vraiment à ce que chaque onglet ouvert soit lié à la tâche. Donc là, sur la slide, on voit que c'est le doc que j'ai utilisé pour rédiger ce conseil-là. Donc, il y a juste le Google Doc. Et ensuite, il y a juste l'onglet qui me sert d'inspiration, donc l'article dans lequel j'étais un peu pompé pour rédiger. Et une fois que j'ai terminé de rédiger ça, je vais fermer tous les onglets liés à cette tâche et je vais ouvrir les onglets qui servent à mon autre tâche. Comme ça, je suis sûr que je vais vraiment travailler que sur cette tâche. Et c'est un conseil très, très, très simple à mettre en place. Donc, si vous voulez mettre en place, franchement, collez un post-it sur votre ordi en disant ne pas ouvrir plus de 3 onglets à la fois. Et durant la journée, vous allez vous en rappeler parce que le post-it sera en face de vous. Et de cette manière, vous l'appliquerez bien. Donc, c'est vraiment super utile. C'est très simple et ça fait gagner beaucoup de temps. Le numéro 5, celui-ci il est un peu difficile parfois. Et du coup, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais encore plus jeune que maintenant. J'avais toujours pas de barbe. Quand j'étais en cours, justement, je cumulais mes cours avec une activité d'entrepreneur à côté. Donc, j'étais freelance, en gros, j'utilisais une plateforme de freelancing pour gagner un peu d'argent et faire mes trucs. Puisque j'avais des compétences assez limitées, je n'avais pas accès à énormément de missions, mais il y a un des trucs que je savais plutôt bien faire, que je sais toujours à peu près faire, qui est écrire. Et du coup, j'écrivais des articles optimisés SEO pour plein de boîtes. Et je me souviens très bien de cette mission, parce que c'était un cabinet d'avocats qui m'avait sollicité pour écrire des trucs, voilà, je sais pas, de trucs de procédure d'avocat, enfin de légal. Et j'avais travaillé toute la journée parce que j'étais dans un stage à l'époque extrêmement bien rémunéré. Et donc, du coup, le soir, je retravaillais sur mes activités pour avoir ce complément. Et j'avais une mission ultra urgente. Et donc, du coup, je devais écrire genre 10 articles de 1000 mots en une nuit ou un truc comme ça. Mais bon, j'étais chaud. Je m'étais dit, OK, café, bam, on s'y met, 20h. Je finis à 3h du mat, mais c'est pas grave, mission complétée et tout. C'est ce que je fais, je finis. Super fier de moi, je vais me coucher et tout, en mode vraiment mec stylé, ultra chaud. J'avais envoyé mon livrable à cette heure-là. Et après, je me réveille le lendemain. Je commence ma journée, déjà j'étais éclaté, donc j'arrive au travail, je fais que des trucs à côté, ou genre, je m'en sors pas très bien, etc. Et surtout, je reçois un mail de ma cliente juste après, à genre 11h. « Antoine, le fond est pas mal, par contre, le truc est blindé de fautes, il faut tout revoir. » Et donc, en fait, juste en faisant ça, non seulement j'ai rendu mécontente une cliente, donc bon, ça, déjà, c'est pas très bien, mais surtout, c'est l'illustration parfaite de le fait de produire plus a en fait créé de la dette qui m'a fait retravailler dessus. Et ça, c'est une anecdote qui est souvent prise dans le code pour les ingénieurs, les codeurs, à quel point produire 100 lignes de code supplémentaires ou produire 3 heures supplémentaires va en fait vous créer une dette puisque vous allez devoir revenir dessus plus tard et recréer du travail pour une team dessus. Donc 10 heures par jour, en soi, si vous faites 11 heures, franchement, c'est pas mon problème. Et moi, ça m'arrive, je pense, à peu près tous les jours. Mais ce que ça veut dire, c'est 1, ne vous cramez pas, et 2, ne créez pas de la dette de travail. Parce qu'en fait, c'est trop bête de se dire, OK, je mets 2 heures de plus, et en fait, je fais plein d'erreurs qui potentiellement soit mettent en danger un peu ma société, un deal, je laisse passer des clauses dans un contrat que j'aurais pas dû laisser passer, ou je fais une prod qui n'est pas incroyable et j'ai un client mécontent. Donc non seulement ça vous met à risque, et en plus, ça vous crée de la dette, vous allez devoir revenir dessus, et au final, en fait, vous aurez juste perdu du temps. Donc 10 heures, c'est
dépassable. Vous faites, franchement, si vous pouvez faire moins de 10 heures, faites-le à 100%. Si vous devez faire plus, bah, voilà, c'est la vie. Mais juste ne créez pas de dette et soyez conscient de ce que vous pouvez faire. Ça vous permettra d'être en meilleure santé mentale, ça vous permettra de faire quelque chose de meilleure qualité, en meilleure santé physique, d'avoir un équilibre vie pro et vie perso à l'image de nos personnages sur cette slide. Donc, voilà. Essayez d'appliquer ce conseil et de ne pas faire le truc de vraiment vouloir faire toujours plus d'heures. Au final, ça ne sert pas à grand-chose. Et j'ai une deuxième slide. Ah oui, pardon, j'ai une deuxième slide. C'était pour dire la même chose, mais en gros, il y a quand même un point qui est ce genre de suite, là, 90 heures par semaine, et j'adore ça. C'est un truc qui est un peu délicat. Enfin, moi, je ne suis pas très fan de cette culture, à titre perso. J'adore travailler, faire mes trucs. Enfin, si on est entrepreneur, ce n'est pas pour ne pas travailler. Mais en fait, le fait de travailler 90 heures par semaine, je pense qu'il faut plus le voir comme un défaut dans une organisation. En fait, ça veut sûrement dire qu'il manque quelqu'un ou qu'un périmètre n'est pas bien couvert ou que vous prenez trop de charges de travail ou que vous faites des tâches à valeur ajoutée qu'il faut automatiser. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus un symptôme de quelque chose qui va mal que quelque chose qui va bien. Et comme c'est écrit, en faisant 9 heures de travail, vous pourrez cumuler d'autres activités qui vous enrichiront sur le long terme. La vie de famille, ça paraît évident. Le sport qui est ultra crucial, ça ne sert à rien de travailler 15 heures par jour si c'est pour mourir dans 2 ans parce que vous n'avez pas fait de sport. Et 1 heure de lecture parce que ça vous rendra meilleur sur le long terme. Donc voilà, ultra important de bien se connaître, de ne pas aller trop au-delà. Vous pouvez tirer un peu sur la corde quand c'est un peu chaud, mais voilà, faites attention à ne pas trop dépasser ça sur le long terme. On reviendra sur les effets composés après, donc je reprendrai la discussion là-dessus. Super. Alors, être super exigeant dans le recrutement. Donc, le recrutement, en tout cas chez Sectra, on dit que c'est la tâche la plus importante d'un manager. Pourquoi ? Parce qu'un mauvais recrutement, ça va vous faire perdre énormément de temps. Le premier point, c'est que vous allez passer beaucoup de temps en point avec la mauvaise recrue, entre guillemets, pour résoudre les problèmes qui peuvent être engendrés. Vous allez prendre beaucoup de temps pour relire son travail, pour la former, et vous allez pouvoir lui déléguer moins de tâches finalement. Donc, avec tout ça, vous allez perdre beaucoup de temps. Dites-vous que globalement, le recrutement, c'est vraiment la tâche sur laquelle sur laquelle on peut quasiment perdre du temps. C'est-à-dire se dire, je vais passer 2 ou 3 heures de plus sur ce recrutement. C'est du temps investi et ce n'est pas du temps perdu. Parce que finalement, une erreur de casting fera perdre 50 fois plus de temps. Une bonne recrue, on n'a pas besoin de vérifier son travail 20 fois. C'est du temps de travail économisé et de la charge mentale en moins. Et vous allez avoir la possibilité derrière de déléguer des tâches de plus en plus complexes. Et la personne va vous permettre de vous dédoubler à la fin pour réaliser vos tâches les plus stratégiques. Et c'est grâce à ça que vous allez faire grandir l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir un processus de recrutement super exigeant avec des attentes très claires. Donc, par exemple, si vous cherchez quelqu'un de rigoureux et structuré, vous allez pouvoir faire passer des études de cas et tester vraiment toutes les qualités que vous cherchez chez cette personne en entretien. Donc, concrètement, si vous cherchez de bonnes capacités de rédaction, faire passer un test de rédaction lors de l'entretien. Ne pas hésiter à appeler finalement l'ancien employeur ou poser la question en entretien qu'est-ce que votre ancien employeur me dirait de vous si je l'appelle demain, pour finalement vérifier que c'est un bon match. Et les bénéfices d'un bon recrutement, c'est un énorme gain de temps parce que vous allez pouvoir déléguer énormément. C'est une bonne ambiance au sein de l'équipe. Parce que globalement, avoir quelqu'un qui matche bien avec le reste de l'équipe, ça va faire en sorte que votre ambiance d'équipe reste excellente et tirer tout le monde vers le haut. Et ça assure finalement le succès du département, puisque quelqu'un qui arrive à délivrer des résultats, c'est vraiment ce qu'on va chercher dans un recrutement. Et c'était la grande force d'Apple, puisque les 2 cofondateurs se sont bien recrutés mutuellement, puisque Jobs était un génie finalement du produit et du design et de la vente, et Wozniak était un génie de la tech. Et tous les 2, ils ont réussi à créer finalement des produits qui se sont vendus à l'appel. Et s'il n'y avait pas eu l'un et l'autre, ça n'aurait pas marché.
Et il y a également l'autre bon exemple, c'est le cerveau collectif d'Henry Ford. Donc globalement, au début du XXe siècle, Ford, il croyait beaucoup en ce qu'on appelle le cerveau collectif. Il disait, bon, bah, moi, les processus de mon entreprise, je ne les connais pas dans le détail parce qu'elle est gigantesque, mais j'ai fait attention à recruter la bonne personne à chaque poste pour faire en sorte qu'à un moment où il y a un problème, la bonne personne soit là pour le résoudre. Et ce cerveau collectif, ça a vraiment expliqué le succès de Ford avec la division des tâches, puisque chaque personne occupait le bon poste. Et donc, c'est ce cerveau collectif qui a permis à Ford de prospérer. Voilà. Merci beaucoup. Clément, je suis désolé, je pensais vraiment avoir une zapette. Du coup, je vais te faire un signe quand il faut changer la slide. Ok, trop bien. On va être ensemble pour quelques slides là, pour justement parler de comment est-ce qu'on met en place un système qui vous ressemble et qui peut vous permettre d'être productif. Pour commencer, je vais vous demander une chose, c'est est-ce que vous pouvez tous vous lever et vous rasseoir? Maintenant, vous pouvez vous rasseoir, il n'y a pas de souci. Merci. Vous voyez le film Vice Versa? En gros, c'est Inside Out pour les puristes qui regardent Pixar en anglais. C'est un film qui montre la métaphore du cerveau et qui l'explique super bien. Et là, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez d'oxygéner votre cerveau. Vous venez un petit peu de perturber les personnages qui sont dans votre cerveau et de dire, OK, là, on se redonne un petit coup de boost, on y va. C'est important de comprendre ça parce que c'est le moteur de votre système, c'est votre cerveau, et c'est un organe qui est fascinant. On n'a pas du tout découvert encore du cerveau, et il y a plein de choses encore à découvrir. Anyway, c'est votre sujet. L'importance d'un système, moi je suis entrepreneur depuis 2019 et en août, ça fait 7 ans que je suis fan de la productivité et de l'automatisation. J'ai tout lu, j'ai tout regardé, j'ai fait des formations américaines, j'ai fait tout ce que vous voulez et j'ai fait un burn-out en août 2021. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu n'as pas le droit de faire un burn-out. Tu connais les méthodes, tes habitudes sont bonnes, comment ça se fait que tu peux te permettre de te mettre dans cette situation-là? Et j'étais vraiment énervé par rapport à moi parce que je me suis dit, tu as investi du temps pour être quelqu'un de productif et au final, tu te prends un mur. Donc, j'ai pris un avion, je suis parti, je me suis dit, OK, il va falloir que j'analyse pourquoi est-ce que je suis arrivé dans cette situation. Mon constat après ce voyage, il a été simple. J'ai rien à changer dans ma vie. Toutes mes habitudes sont bonnes. La seule chose qui n'est pas bonne, c'est le système. Et donc, ensemble, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez créer, c'est super bon, hein, je suis choqué, comment est-ce que vous allez créer un système qui est cohérent par rapport vraiment à vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma productivité n'est pas la vôtre, mais je vais vous montrer rapidement là comment est-ce que vous allez pouvoir créer votre productivité à vous. Et mon but, c'est que vous repartiez avec ça ce soir. Du coup, on va commencer par ma définition de la productivité, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Tout le monde a un peu sa définition. La mienne, c'est la suivante. La productivité, c'est le travail effectué divisé par le temps multiplié par le fun factor. Le fun factor, bon, travail effectué divisé par le temps, ça coule de source. Fun factor, par contre, c'est assez important. C'est ce qu'on vous dit de faites de votre travail votre passion. Pourquoi? Parce que tous les instants relous dans une journée seront beaucoup plus faciles à faire parce que ce sera une passion. Prenons l'exemple de Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, il fait une vidéo par jour sur les actualités. Quand il se met une timbale jusqu'à 2 h du matin le samedi soir et que le dimanche matin, il doit faire les news de la journée, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun kiff dans son travail. Par contre, de manière générale, son projet d'éduquer les jeunes et de leur donner l'actualité tous les jours, ça le motive. Le système, je vous donne tout de suite la définition de mon système et c'est une métaphore qui est liée à l'aéronautique. On a 3 composants dans le système. Le pilote, l'ingénieur et l'avion. Le pilote, globalement, il va considérer à peu près 10% de votre temps. Et je vais vous expliquer après quels sont les rôles de chacun de ces personnages. L'avion, c'est 80% de votre temps. Vous avez beau avoir le plus bel agenda du monde, la plus belle to-do du monde, et à un moment donné, il faut faire les actions. Et enfin, l'ingénieur. Vous êtes des personnes, je pense, intelligentes et qui ont déjà réalisé beaucoup de projets. Donc, ces 2 parties-là, vous les connaissez. En gros, mettre en place un projet et l'exécuter. Par contre, cette partie-là, franchement, il y a 3% de la population française qui le font et encore. L'ingénieur, son but, c'est de regarder si l'avion va bien, donc de ne pas faire un burn-out, et si le pilote va dans la bonne direction. Donc, de redéfinir et de regarder si par rapport à ces objectifs, OK, tu es en train de faire des actions, mais est-ce que tu vas dans la bonne direction? Je regarde le temps un peu parce qu'on m'a limité. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît. On commence par le pilote. Le pilote, c'est assez simple. Son but, c'est de mettre en place la direction, donc à savoir votre plan. Comment on fait pour faire ça? Il y a 2 éléments. Le premier, c'est de savoir ce qu'on veut. Le truc le plus dur dont je vais vous parler ce soir, savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est hyper dur. Il n'y a pas de question plus difficile que ça. Il y a des méthodes pour y arriver,
mais c'est la question qui est le fondement de toute la productivité. Parce qu'au final, à quoi ça sert d'être productif pour être productif? À rien. Le but d'être productif, c'est parce qu'on sait qu'on va faire tel et tel et tel projet. Et pour que ça rentre dans une année de 365 jours, on est obligé de s'organiser. Le deuxième élément, c'est de savoir se planifier dans le temps. Donc là, c'est tout ce qui est faire des rétro-planning, se dire, OK, bah, voilà, moi, je veux sortir un livre dans 6 mois. Du coup, je découpe mes actions et je pars de la publication du livre et je déroule dans le sens inverse. Les objectifs, on ne va pas tout dérouler ensemble, mais vous l'avez compris. En haut, c'est un peu ce qui vous définit et en bas, c'est ce que vous faites tous les jours. Là, ici, je vais juste insister sur un point. Ne confondez pas les projets et les actions. La grande raison pour laquelle un projet capote, c'est parce qu'en fait, les gens confondent projet et action. Je vous donne un exemple. Lancer une chaîne YouTube, c'est un projet. Derrière ça, il y a trouver un nom pour la chaîne, trouver une couverture, écrire le script des 10 premières vidéos, tourner les vidéos, monter les vidéos, publier les vidéos, faire la description, etc. etc. Si vous n'avez pas en tête les différentes actions qui définissent le projet, vous n'allez pas pouvoir faire votre rétro-planning et donc le projet ne va pas aboutir. Deuxième chose, on a dit, savoir planifier dans le temps. Alors là, je vais vous montrer une loi qui est très connue en productivité, ça s'appelle la loi de Parkinson, rien à voir avec la maladie. C'est que le temps d'exécution d'un projet occupe l'espace qu'on lui donne. Donc, plus vous mettez une deadline rapprochée, plus votre effort pour faire le projet va être élevé. En revanche, si vous mettez une deadline lointaine, ça va mettre un peu de temps. Prenez l'exemple des devoirs maison qu'on vous donnait quand on était au lycée ou au collège. À chaque fois, on attendait 24 heures avant la deadline pour faire le devoir maison. Souvent parce qu'on avait peut-être besoin de copier sur le voisin ou quoi. Mais ça revient au même de se mettre la deadline avant. Et surtout, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Les personnes qui font beaucoup de choses dans la vie, moi je suis convaincu, c'est parce qu'ils veulent et qu'ils se mettent beaucoup d'objectifs. Plus on se met des objectifs et plus on se met des projets à faire, plus on va faire en sorte de les faire rapidement. Si vous vous dites à 14 h, j'ai jusqu'à 19 h pour rédiger un mail et l'envoyer, vous allez forcément prendre tout ce temps-là de dispo pour le faire. Alors que si vous dites, OK, à 14 h 15, il faut que mon mail il soit rédigé sans faute d'orthographe, envoyé, vous avez tout le reste devant vous de votre journée. Passons maintenant à l'avion. Le rôle de l'avion, du coup, c'est simple, c'est d'effectuer le trajet, à savoir les différentes actions. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La première chose, c'est à l'avion d'éviter les perturbations. Comment est-ce qu'on va être capable, dans une journée, de réaliser ce qu'on s'est dit qu'on allait faire dans notre planning sans se faire avoir par des notifications, par exemple. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est de ne pas faire deux choses en même temps. Alors ça, je sais que c'est un truc, je ne comprends pas pourquoi j'ai du mal à le montrer. Et du coup, je vous ai pris un exemple concret. Mais les gens, c'est ancré à l'intérieur de leur tête que faire deux choses en même temps, c'est quelque chose de productif. Alors qu'il n'y a rien de plus antiproductif que de faire deux choses en même temps. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat, mais si vous voulez, on peut en parler. Les hommes, de manière générale. On va voir ça juste après, dans une slide. C'est vrai. Mais du coup, vous avez niqué ma slide, là, en fait. Éviter les perturbations, globalement, donc ça, c'est les distractions en 2022, c'est hyper puissant. On est dans l'ère où il y a le plus de distractions possible. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Ça, c'est la première partie. On va prendre un exemple simple pour l'illustrer. Bon, globalement, vous avez compris, ce n'est pas très compliqué. Focus, il diminue s'il y a des distractions qui arrivent, et là, il augmente. Mais je vais vous montrer un exemple concret. Vous faites une présentation pour un client. In fine, dans ce cas-là, vous allez la finir, votre présentation, parce qu'on est des gens sérieux et consciencieux, donc on va la finir, notre PPT. En revanche, là-dedans, dans ce cas-là, donc sans distraction, vous allez atteindre un niveau de focus qui est beaucoup plus élevé. En ayant atteint ce niveau de focus beaucoup plus élevé, vous allez peut-être mettre la petite slide dans votre présentation sales qui va dire que, je ne sais pas, par exemple, votre client adore le golf, vous allez faire une référence au golf, tac, vous allez signer le contrat. En fait, si vous n'atteignez pas ce niveau de focus-là, ça marche pour la présentation sales, mais pour créer un site internet, etc., eh ben, vous allez en fait, sans même le savoir, louper une opportunité. Et donc, la question qu'il faut que vous disiez tout le temps quand vous mettez en place la productivité, c'est est-ce que ma copie conforme avec mes valeurs, ma façon d'être, etc., et un système productif
jusqu'où elle va dans la vie. Et ça, on le verra à la fin. La deuxième chose, bon, c'est qu'évidemment, vous allez mettre beaucoup plus de temps si vous mettez des distractions entre les différentes tâches que si vous la faites d'un coup. Je fais mes mails, j'écoute la réunion, je fais mes mails, j'écoute la réunion. Non, la réunion, c'est pas ouf. Je fais mes mails, je fais une présentation PowerPoint en même temps. Si vous faites une demi-heure les mails, une demi-heure la présentation PowerPoint, ce sera toujours beaucoup plus efficace. Le pire ennemi, le téléphone, évidemment. Là-dessus, je sais, couper les notifications, c'est évident. Moi, je laisse que les appels passer sur mon téléphone. Et une autre chose que je peux vous dire, le matin, laissez-vous au moins 45 minutes sans votre téléphone quand vous vous levez. Ça vous permet d'avoir en fait un vrai moment pour vous. Et surtout, vous savez, les shower ID, le fait d'avoir des bonnes idées sous la douche, vous les bloquez en regardant votre téléphone avant parce que votre cerveau va directement penser à la dernière notification que vous avez vue en disant « Ah oui, c'est vrai, il faut que je relance tel client ou il faut que je réponde à lui. » Ou pire, s'il y a un client qui n'était pas content, que vous avez vu une notification, vous êtes en mode « Ok, lui, vraiment, je vais couper son contrat parce qu'il commence à me saouler. » Donc, réservez-vous ce moment-là, c'est hyper important et franchement, vous allez voir une vraie différence. Achetez un réveil manuel, mettez-le à côté de votre lit, votre téléphone dans la salle de bain ou dans la cuisine. Vous allez voir, ça va vraiment changer la vie. Le multitasking, alors déjà, premièrement, je suis désolé, mais scientifiquement, ça n'existe pas. J'ai fait des recherches. Le cerveau n'est pas capable de faire du multitasking. C'est sûr et certain. En revanche, il est plus concentré si et seulement si il écoute de la musique classique, donc sans parole, pendant que vous travaillez. Ça, c'est vrai. Des études l'ont démontré. Par contre, dès que vous écoutez de la musique avec des paroles, votre niveau de concentration diminue. Alors attention, là, on parle sur des niveaux de concentration qui sont hyper élevés. On n'est pas sur des trucs... Je fais un email. Du coup, c'est bon, tu peux passer. Alors, expérience, première expérience. On prend 2 groupes de personnes. Vous leur mettez 2 iPhones. Le premier groupe de personnes, vous leur demandez d'écrire « Je suis beau » dans une note. Bref, une phrase. « Je suis beau » au hasard. « Je suis beau » sur une phrase. OK, iPhone. L'autre groupe de personnes, vous leur mettez 2 téléphones et vous leur demandez d'écrire « Je suis beau », mais en alternant une lettre sur le téléphone de gauche et une lettre sur le téléphone de droite. Vous pensez que combien de phrases « Je suis beau » vont être capables d'être rédigées par le groupe 1 versus le groupe 2? C'est évident que le groupe 1 va avoir le temps d'écrire 500 lignes, pendant que le groupe 2 n'en aura même pas écrit 10. Et ça, c'est une expérience qui a été faite dans une université. Et à la fin de l'expérience, ils ont dit « OK, alors évidemment, c'est grossier comme expérience, mais je vous jure que c'est vrai. » Alors, OK, je ne voulais pas partir là-dessus, mais en fait, si tu veux, dans ton cerveau, il y a plusieurs lobes. Okay, le problème, c'est que quand tu es concentré, il y a le lobe du mouvement qui s'embête. C'est pour ça que tu bouges la jambe et c'est pour ça que ceux qui prennent des notes sont plus concentrés. Parce qu'en fait, quand tu vas réaliser une action, si tu veux avoir une pleine concentration de ton cerveau, tu es obligé d'occuper le mouvement d'une façon ou d'une autre. Donc, si tu arrives à prendre des notes en même temps que tu écoutes, tu vas en gros occuper le cerveau et lui dire « Ok, reste concentré, moi je gère la partie mouvement, toi tu gères la partie intellect. » Okay, donc là, dans cet exemple-là, le fait de parler avec quelqu'un va occuper une partie de la zone de ton cerveau qui est la zone temporale qui est liée au service auditif. Et donc, du coup, ça va pouvoir augmenter et occuper cette partie-là du cerveau. Mais ça veut... Enfin, j'ai fait une thèse sur les différences de sexe dans le cerveau et on est arrivé au fait qu'il n'y avait pas de différence par rapport à certaines facultés. Ce n'était pas forcément exactement celle-là, mais les différences de sexe dans le cerveau, profondément sur vraiment la matière du cerveau et la plasticité du cerveau, n'ont pas démontré qu'il y avait des vraies différences. Bref, tout ça pour vous dire, parce que ça peut être une conférence là-dessus, tout ça pour vous dire que faites pas deux choses en même temps, parce que vous allez perdre votre temps.
Le rôle de l'ingénieur. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le coup, l'ingénieur, vraiment, très, très peu de personnes le font et il est hyper important. En gros, son but, c'est simple, c'est de réparer l'avion et de prendre soin du pilote. Donc, lui dire, attends, tu ne vas pas venir travailler parce que tu as fait la fête, ou l'avion, lui dire, attends, tu ne vas pas décoller, il te manque une aile. Donc, la première partie de ça, c'est de prendre un moment pour le pilote. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est un peu, je ne suis pas trop là-dedans, mais c'est un peu les délires de méditation. Genre, que vous vous posiez à un moment donné dans votre journée, pendant 5, 10, 15 minutes, et que vous vous disiez, OK, où est-ce que je vais exactement? Est-ce que c'est la bonne direction? Moi, personnellement, maintenant, je le fais le dimanche soir et tous les soirs dans ma semaine. Genre à 19h, après j'arrête, à 19h, j'ai un créneau qui s'appelle Sum Up, et je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? Qu'est-ce que je vais devoir faire demain? Et à partir de ce moment-là, il y a un peu mon cerveau maintenant est au courant de ça, et donc il sait que je vais sonner un petit peu une sonnette d'alarme qui dit OK, fin de journée, maintenant on passe à autre chose. La deuxième partie, c'est de prendre un moment pour l'avion, notamment sur la partie est-ce que parce que la productivité, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui doit bouger. Donc ça doit être votre productivité à vous, donc à vous de définir exactement tout ce que je viens de vous dire. Et en plus, après, derrière, ça doit bouger. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai une routine sportive où je cours et je fais des exercices de renforcement musculaire. À un moment donné, je me suis dit, OK, j'en ai marre de cette routine-là, je commence à m'ennuyer, donc il va falloir que je change. Sauf que cette réponse-là et se dire, OK, il faut que je change, il faut juste vous mettre un moment dans votre agenda où vous vous posez la question, en fait. Est-ce que j'ai envie de changer ma routine sportive? Est-ce que j'ai envie de changer mon heure de réveil? Est-ce que j'ai envie de changer le moment où je traite mes mails? Ça, c'est des choses qu'en fait, on fait tout le temps parce que le problème, c'est que les gens en France ont que 2 rythmes de travail. Je suis en footing ou je suis en août et je suis à l'arrêt. Alors qu'en réalité, il en existe 4 des rythmes de travail. Je suis au repos, je suis au pas, je suis en footing et je suis en sprint. Le moment des sprints, c'est le moment où vous envoyez du pâté, mais ça ne doit pas durer très longtemps, sinon burn-out. Le moment où vous êtes au pas, c'est des moments où voilà, j'enchaîne des calls, machin, c'est pas des trucs qui demandent énormément de bande passante. Pourquoi on fait tout ça? En vrai, là, le bilan, parce que comme ça, au moins, vous avez des choses à repartir avec. Donc, pour le pilote, essayez de vous définir jusqu'à décembre 2022 vos objectifs. Moi, par exemple, j'ai une liste de 36 objectifs sur la finance. Ça peut être courir un marathon, économiser 200 € par mois, voir ma famille 3 fois en dehors de Paris. Enfin, voilà. Mettez-vous des objectifs par thème, famille, pro, etc. Ça, c'est un truc, ça ne se fait pas à la pause déj. Hein. C'est un truc, le mieux, c'est de le faire en août, je trouve. Après, si vous pouvez le faire un dimanche, c'est pas mal. L'avion, ne touchez pas votre téléphone pendant des créneaux de 1 heure. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal. Et l'ingénieur, donc là, il faut mettre en place des créneaux de review en fin de journée de 15 minutes. Et essayer de s'y tenir. Il faut vraiment se dire que c'est un créneau important. Pas juste dire, OK, vas-y, j'ai mon créneau, mais là, j'ai un mail à faire, je vais faire mon mail. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que, donc, si vous avez bien tout compris, une journée, c'est ce cycle-là. C'est une action hyper importante. On commence par le plus important, Eat the Frogs. On a des moments de focus pendant toute notre journée. Et ensuite, en fin de journée, on a un moment de review. Tout cela est nourri par quoi? On l'a vu dans la slide d'avant par rapport à 1 heure par jour de lecture, etc. Par de l'énergie. Donc, c'est aussi à vous de trouver des moments qui vous énergisent dans votre journée. Genre, aller faire du sport, boire une bière avec un copain, fumer une clope en bas de votre immeuble avec une copine. Enfin bref, vous choisissez votre moment, peu importe. Mais il faut juste que si vous avez trouvé un bon système de productivité, vous n'avez pas besoin de vacances. Parce qu'en gros, vous allez vivre votre vie comme un cycle et donc vous allez pouvoir réussir à gagner de l'énergie, à utiliser cette énergie à bon escient. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais s'arrêter. Hein. Je dis qu'il faut juste. C'est un cycle qui peut être continué. Pourquoi on fait tout ça? Parce que globalement, ce que je vous disais, votre jumeau numérique, enfin votre jumeau productif, on va dire, là aujourd'hui, vous avez suivi ce chemin de vie-là. Là aujourd'hui, on est là. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la copie conforme de moi avec un système productif va emprunter un chemin de vie qui me rendra plus heureux, ou est-ce que la situation dans laquelle je suis actuellement me va très bien, et dans ce cas-là, je suis le chemin de vie qui m'amènera où il veut. Ouais. Alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la technique Pomodoro, c'est le fait de dire sur une plage horaire, on fait 25 minutes de travail intensif, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et une fois qu'on a fini le cycle, on fait une demi-heure ou 1 heure de pause.
Qu'est-ce que j'en pense? Moi, personnellement, je le faisais avant. Maintenant, je ne le fais plus. Pour la simple et bonne raison que c'est une bonne technique. Mais le problème, c'est la pause. Moi, je n'arrive pas à gérer les 5 minutes de pause entre chaque passage parce que j'ai beaucoup de notifications. Donc, il suffit que j'aille sur une application pour que je parte sur un autre sujet. Donc, je pense que c'est une bonne technique pour ceux qui révisent un examen, mais ce n'est pas forcément une très bonne technique quand tu es en mode entrepreneur parce qu'il y a tellement de choses autour et ça va tellement vite autour dans ton environnement qu'il vaut mieux. Moi, je préfère me mettre des sprints pendant 1 heure ou 2 heures en mode avion et ensuite, je travaille. Mais ça, pour le coup, encore une fois, c'est très personnel et c'est très bien de commencer par la méthode Pomodoro, juste déjà pour se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'est même plus capable de se concentrer vraiment 15 minutes à fond. Ça, pour le coup, en vrai, la productivité, ça sert d'apprendre à te connaître. Donc, si toi, tu fonctionnes comme ça et si tu sais que ton niveau maximal de focus, il est atteint au bout de 25 minutes, mets-toi des plages horaires de 45, 1 heure. Il y en a d'autres qui vont l'atteindre en 5 minutes. Hein. Pour le coup, ça dépend vraiment. Le cerveau, il a, quoi qu'il arrive, au moins à minima 1 minute 30 pour se concentrer. Après, la profondeur de concentration dans laquelle il rentre, ça dépend de chacun. Et surtout, ça dépend de ce que tu as fait avant. Si tu as fait une prépa, de comment tu as travaillé avant, en fait. Comment est-ce qu'on t'a éduqué à travailler? Merci Pierre. Pour finir cette première partie sur les grands principes de manière générale, il y a un principe dont je voulais vous parler qui est ultra important pour moi et il est dans la bibliographie juste après, c'est le principe des intérêts composés. En gros, si vous avez fait un tout petit peu de finance, vous voyez ce que c'est, même si d'ailleurs vous n'avez pas fait de finance, normalement vous voyez ce que c'est. En gros, si vous vous améliorez on va faire un exemple plus simple. Si vous avez 1 euro aujourd'hui et que vous le placez à 1% par jour, à la fin de l'année, vous aurez eu 37 euros. Donc en gros, si vous devenez meilleur chaque jour à un truc de 1%, si vous faites le tout petit extra mile de 1% meilleur, à la fin de l'année, c'est x 37. J'ai fait le calcul avant de venir ici. Et si vous faites 1% par jour pendant 5 ans, j'ai oublié le chiffre précis, mais je crois que c'est 7 millions auxquels on arrive. Donc en fait, l'effet, il est démesuré. Et c'est exactement pareil dans votre vie perso. Il y a énormément de choses qui peuvent produire un effet cumulé d'amélioration. Par exemple, on parlait dans l'introduction de ce qu'on fait dans la vie, j'ai un podcast sur la productivité. En soi, il n'y a aucun sens d'avoir un podcast sur la productivité ou de le faire. Enfin, il peut y en avoir de genre développer un produit, machin, etc. Ou si vous êtes entrepreneur, dans votre boîte, il n'y a potentiellement aucun sens de faire un TikTok par jour ou de publier 1 fois par semaine un article de blog ou de publier, si on prend l'exemple de Selectra, je pense qu'à une époque, il n'y avait aucun sens de publier 1 fois par jour ou 1 fois par semaine un comparatif ou un article sur un service précis. Et 10 ans plus tard, je pense que les positions SEO sont plutôt contentes d'avoir fait ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'actions qui vous permettent de rentrer sur une courbe qui est exponentielle et d'avoir un résultat qui est vraiment meilleur. Le corollaire de ça, c'est que vous avez aussi des actions qui vont produire un déclin de 1% par jour ou de 1% par période. Ou de, je dis 1%, mais on se comprend, c'est imagé. Et ça, c'est ultra dangereux parce qu'un déclin de 1% par jour, ce n'est pas visible pendant longtemps. Mais en fait, à la fin, vous avez une situation qui est ultra proche de zéro avec le temps. Et ça, c'est encore plus pernicieux. Clément, si tu peux prendre la next. Merci. Ça, c'est ultra... Non, pas celle-là. Putain, t'as spoilé mon gif qui était trop cool. C'est bon. Et ça, c'est ultra plus galère. Parce que, en tout cas, moi, dans ma vie, j'ai tendance à avoir des attentes linéaires des actions que je fais. Donc, par exemple, je contacte X prospect, je vais avoir Y résultat. J'envoie X mail, je vais avoir Y au bout d'une semaine. Je publie 10 vidéos sur TikTok, j'aurai autant d'abonnés et uniquement de manière linéaire. Et ça, c'est ultra difficile parce que pendant longtemps, il y a une énorme différence. Pendant longtemps, il y a une énorme différence entre là où j'en suis dans mes espérances, qui est la courbe linéaire, et là où j'en suis dans la réalité, qui est la courbe exponentielle. Et pendant toute cette zone-là, c'est le moment où on peut facilement abandonner. Pour vous donner un autre exemple, je fais Duolingo tous les matins, je fais 15 minutes d'italien sur Duolingo. Donc, au petit-déj, j'ai les yeux comme ça et je fais Io sono Antonio, comme ça.
En fait, mon pourcentage d'amélioration, il est ultra faible. Et si j'avais une attente linéaire, en fait, je voudrais savoir parfaitement parler italien au bout d'1 mois de 15 minutes de Duolingo par jour. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est une action qui sert pas à grand-chose, que je fais tous les jours, je m'améliore de 1% tous les jours. Et peut-être que dans 2 ans, je serai bilingue italien grâce à Duolingo. Donc, en nous basant là-dessus, il y a 3 questions que je voulais vous poser. Et si vous devez repartir avec, une fois que vous avez fait les exercices de Paname sur vos objectifs d'ici la fin d'année, demandez-vous quelles habitudes et quelles actions vous pouvez mettre en place et qui vont produire un effet exponentiel pour y arriver. Donc, qu'est-ce que vous pouvez commencer aujourd'hui qui va produire des intérêts dans le futur et qui va vous rapporter du travail ou de l'action dans le futur. De la même manière, qu'est-ce que vous pouvez continuer de faire et qui va, même si ça ne vous rapporte pas du résultat tangible aujourd'hui. Si vous êtes, encore une fois, si vous êtes entrepreneur et que vous publiez du contenu ou que vous commencez à publier du contenu, il y a quand même de grandes chances que vous voyez aucun résultat actuellement. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas grave et que c'est quelque chose dont vous verrez les résultats dans le futur. Si demain, vous voulez être président de la République, peut-être que serrer 5 mains par jour, ce n'est pas très utile. Par contre, en serrer 5 par jour pendant 20 ans, je ne sais pas combien ça fait de tête, mais c'est énorme. Ça, c'est une question qui est ultra difficile parce qu'elle va demander beaucoup de discernement. Parce qu'il y a des choses qui ne produisent pas de résultats et qu'il faut savoir arrêter quand même. Il faut savoir cutter. Donc demandez-vous si ce qui ne produit pas de résultats aujourd'hui va vous en rapporter de manière exponentielle dans le futur. Et ça, c'est une bonne clé de lecture pour savoir si vous devez quand même continuer ou pas. Et confrontez-vous à vos attentes linéaires. Dites-vous, je m'attendais à X euros de chiffre d'affaires et en fait, j'y suis pas. Mais c'est normal parce que en fait, tout ça, ça va être exponentiel et ça va se cumuler. Les clients que j'ai actuellement vont faire du repeat, donc je vais obtenir de l'argent dessus, etc. Et enfin, le dernier élément que je voulais vous transmettre avant de rentrer beaucoup plus dans la pratique, c'est de dormir profondément. Vous allez me prendre pour un ayatollah du repos après que je vous ai dit de ne pas trop travailler chaque jour. Maintenant, je vous dis de beaucoup dormir. En fait, moi, pendant longtemps, un tout petit peu plus tôt, je vous parlais du moment où j'avais travaillé une nuit pour écrire des articles là, quand j'étais étudiant et tout. En fait, pendant longtemps, j'étais en mode dormir, c'est tricher, c'est pas grave, je dormirai plus tard. Et après, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Why We Sleep de Matthew Walker, que je vous recommande 1 milliard de fois, et il m'a fait changer complètement ma perspective sur le sommeil. Et maintenant, je dors au moins 8 heures par nuit. J'ai une montre qui traque mon sommeil de manière ultra précise. J'ai acheté un matelas qui est d'une qualité incroyable, et vraiment, c'est un truc que je fais ultra attention. Et l'oreiller, crucial. Il faut l'oreiller qui va avec, la couette. Mon rêve, ce serait d'avoir une couette lestée et un pod 8 Sleep, mais il va falloir attendre encore un peu. Je crois que j'avais mis plein de stats dans les notes de la slide, mais qu'on ne voit pas là, mais ce n'est pas grave. J'en connais quelques-unes de tête. Le premier élément, c'est que dormir, ça a des bénéfices qui sont démentiels sur la mémoire. Il y a énormément d'études. On parlait du cerveau précédemment, mais pendant le sommeil, vous avez le sommeil qui fait des rêves, le sommeil paradoxal en français, qui se produit plutôt en fin de cycle de sommeil. Donc, si vous vous privez de sommeil, en fait, ce ne sera pas linéaire et vous allez sûrement vous priver de cette partie-là du sommeil. Et qui va consolider votre mémoire. Et en gros, il y a plein d'expériences qui montrent que si vous prenez des formes, des trucs comme ça, et que vous devez vous les rappeler 3 jours plus tard, si vous avez été privé de sommeil, vous allez beaucoup moins vous en rappeler versus si vous le connaissez. Donc déjà, ça consolide la mémoire. Mais surtout, j'ai d'autres stats qui sont ultra impressionnantes, notamment une. C'est que si vous dormez de manière consistante, de manière répétée ou de manière habituelle, moins de 6 heures par nuit, vous vous comportez de la même manière qu'une personne qui a 0,4 g d'alcool dans le sang. Donc qui a les mêmes performances cognitives. Ça veut dire que vous me prenez moi avec 2 pintes, 2 pintes c'est peut-être pas 0,4, avec une pinte, et vous, à 6 heures de sommeil par nuit, on va se rappeler, on va faire les mêmes exercices de mémoire, on aura le même score. C'est indécent. Et en fait, le pire, c'est qu'avec ça, une pinte, vous allez l'éliminer, et demain, vous serez à nouveau OK, à peu près. Le sommeil, si de manière répétée et régulière, vous êtes à 6 heures de sommeil, en fait, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais votre baseline de productivité, votre baseline de performance, ce sera la performance d'un mec qui a bu une pinte. Alors, moi, je suis très sympa quand j'ai bu une pinte, mais je suis un peu moins smart, et ça décline rapidement. Non seulement ça a des incidences cognitives, mais ça a des incidences
incroyable sur la santé, sur le risque de développer des cancers, c'est ahurissant. Ça a des incidences énormes sur ce dont vous avez envie de bouffer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes fatigué, vous avez envie de manger un énorme burger, genre du gras, mais du bon gras. Ben, en fait, c'est parce que votre cerveau a besoin d'avoir un mécanisme de récompense ultra rapidement, et il est en mode, le gras, ça va me permettre d'aller mieux. Mais en fait, si du coup vous êtes sans sommeil pendant longtemps, vous mangez beaucoup de gras, etc., et en fait, vous rentrez dans les habitudes négatives qui produisent moins 1% par jour pendant beaucoup de jours. Et une stat qui m'a choqué aussi dans ce livre, c'est que en fait, des gens autour de nous qui disent « Ouais, moi, j'ai pas besoin de trop de sommeil et tout. Franchement, je dors 6h30, ça va, c'est tranquille. Machin. » En fait, les 3 quarts du temps, c'est ultra bullshit. Alors peut-être qu'ils ont un niveau de performance de mec qui a pris une pinte et qui est quand même performant, mais pour autant, la probabilité que vous ayez besoin de moins de 7 heures de sommeil par nuit de manière répétée est supérieure à la probabilité d'être frappé par la foudre dans sa vie et d'en survivre. Donc en fait, tous ces trucs de ouais, il ne faut pas beaucoup dormir et tout, en banque d'affaires, on est des gens stylés, ou moi je dors pas, je réponds à des messages à n'importe quelle heure et tout, en vrai, c'est bullshit. Donc dormez profondément, longtemps, au moins 8 heures par nuit, essayez au moins 8 heures par nuit, et vous verrez, de toute façon, pendant les 8 heures, vous ne dormez pas pendant 8 heures. Si vous avez une opportunité de sommeil de 8 heures, vous allez en fait en dormir 6,5 ou 7. Donc, donnez-vous au moins 8 heures de sommeil. Et le dernier conseil, ça c'est un conseil un peu... voilà, mais c'est votre maman avait raison. Et en gros, si vous demandez une liste d'habitudes pour bien dormir, en fait, il n'y a pas énormément de secrets. Évitez de boire de l'alcool avant de dormir. Faites-le à midi, mais pas le soir. Ne regardez pas votre téléphone avant de dormir. Ayez une chambre au frais, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de trucs, mais en gros, votre maman avait raison. Et si vous voulez bien dormir, suivez ses conseils. Alors là, on va parler un peu plus technique des outils à utiliser. Bon, il y a des milliers d'outils de productivité. Pour le coup, on n'en manque pas. Il y a plein de catégories de productivité sur les outils, gérer les emails, faire un CRM, etc., etc. On ne va pas avoir le temps de tous les voir. On nous en a sélectionné certains. Globalement, moi, mon préféré, c'est celui-là. Je détestais, quand j'ai travaillé dans le conseil avant, en tant que consultant, je détestais les échanges de mails de « Êtes-vous disponible demain à 16h30 ?» Ah ben non, il faut que j'emmène ma fille à l'école. Ok, bah mercredi 10h. Non, je ne peux pas, j'ai piscine. Tu as perdu 6 mails pour faire un rendez-vous, pour planifier un rendez-vous. Calendly, c'est un outil qui va vous permettre de partager des horaires de disponibilité synchronisés avec vos disponibilités d'agenda. En gros, c'est une assistante. Et ça, franchement, c'est hyper puissant. Donc, des Calendly, il y en existe 15. Il y a Calendly, Coalendar, Zcall, Cron. Il y a même maintenant Google qui a fait son propre Calendly. En bref, vous avez plein de choses. Dashlane, il y en a qui connaissent Dashlane? Ok, gestion de password, on arrête de le mettre. TextBlaze, ça c'est pas mal. Xavier Niel, il répond entre 1000 et 1500 emails par jour. Et honnêtement, entre nous, il a un peu d'autres choses à faire. Mais pourtant, il y arrive. Comment il y arrive? C'est assez simple. Il a 4 templates de mails. Le premier, c'est « je suis pas intéressé ». Le deuxième, c'est « voyez ça avec mes équipes ». Le troisième, c'est « ok, on s'en parle bientôt ». Et le quatrième, c'est le personnalisé qui, en mode, il traite l'action. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que, pour le coup, ça fait un peu écho aux intérêts composés, c'est que personne n'a pas le temps. Pas, ça n'existe pas, j'ai pas le temps, c'est une phrase qui n'existe pas, c'est vous prenez pas le temps de. Donc, si vous êtes submergé par votre boîte mail, c'est parce qu'en fait, votre boîte mail n'est pas bonne. Donc, Gmail, ce n'est pas forcément la meilleure boîte mail au monde. Au contraire, moi, j'utilise une solution qui s'appelle Superhuman. Ça coûte $30 par mois, donc il faut se le permettre. Et il faut vouloir investir 30 €. Mais pour le coup, moi, ça me fait économiser facile 3 heures par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça enlève toutes les distractions possibles. Il y a les templates qui sont intégrés. Ils arrivent à faire un espèce de sum-up des contacts qui vient de t'envoyer un mail en disant bah, voilà son profil LinkedIn, son profil Twitter, son profil Facebook. Je ne sais pas comment il fait honnêtement. C'est assez puissant. Et surtout, c'est une boîte américaine, donc l'onboarding est juste incroyable. Superhuman. Je peux vous parrainer si vous voulez avec un mois gratuit. Les réponses standardisées, donc ça, je viens de vous en parler par rapport à Xavier Niel. Franchement, alors que ce soit pour des emails, que ce soit pour moi, je parle beaucoup avec mes clients sur WhatsApp.
Et j'ai un raccourci que j'ai mis sur WhatsApp, que j'utilise quand je suis en vacances. C'est un / vacances. Et ce / vacances, il fait une petite réponse toute belle, toute mignonne et tout. Alors en fait, j'ai juste écrit / vacances, espace, envoyer, merci, au revoir. Pareil pour agenda. Je vous ai parlé de Calendly tout à l'heure. Vous n'allez pas à chaque fois. Alors, je sais ce que vous allez faire au début. Vous allez avoir votre lien Calendly que vous voulez partager à vos clients. Vous allez le mettre dans une note iPhone. Et dès que vous allez vouloir partager le Calendly, vous allez chercher un note iPhone, un copier-coller, etc. Déjà, première chose pour vous copier-coller, vous utilisez une application qui s'appelle Paste. P-A-S-T-E. C'est une application qui garde en mémoire tous vos copier-coller ever et qui se synchronise avec tous vos supports. Donc, quand vous êtes dans l'application, vous mettez par exemple, je sais pas, YouTube, vous avez tous les liens YouTube que vous avez déjà copié-collé une fois dans votre vie. Gain de temps incroyable. Je reviens à l'exemple de Calendly. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre un raccourci clavier que vous appelez par exemple Cal. Vous allez même pouvoir aller plus loin. Vous l'appelez Cal. Donc, dès que vous tapez Cal dans un email, hop, ça remplace par l'URL Calendly et vous pouvez envoyer votre email. Vous pouvez aller plus loin en mettant Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4, Cal 5 parce que vous avez plusieurs types de rendez-vous. D'ailleurs, notamment quand on en parlait de la concentration avec la marche, c'est une nouvelle trend dans la Silicon Valley là maintenant, c'est les walk-in meetings, où en fait, ils vont juste marcher une demi-heure pendant qu'ils se parlent. Et ils appellent ça, ils font un meeting pendant qu'ils marchent. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon agenda, de 17h à 19h, je partage un certain lien Calendly, justement, où je me dis, OK, ça, c'est un call où je n'ai pas besoin de mon ordinateur. Donc, je peux le faire entre 17 et 18h, et je fais mon call en même temps que je marche dans Paris. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est moi ça aussi? C'est moi. Oui. Je crois que Pierre utilise Qualandar, si je ne dis pas de bêtises, qui a un Calendly et Z-Call. Qualandar, c'est comme Calendly, mais je crois que c'est gratuit et il y a un Koala dessus, c'est pour ça que tu l'utilises. Ouais, voilà. Donc, plutôt cool. Ouais, dans la liste des éléments à mettre en place, il y a apprendre les raccourcis clavier. Si vous utilisez les raccourcis clavier, du coup, vous n'utilisez plus la souris, forcément, sur le côté. Et je ne sais pas d'où sort cette stat, mais apparemment, vous gagnez 8 jours de travail par an. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie stat ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est indéniable. Le mythe veut que les personnes qui rentrent en banque d'affaires, on prend leur souris et on la jette, et ensuite ils font tout sur Excel au clavier. Il y a d'ailleurs des vidéos qui sont trop cool. Il y a des concours d'Excel. On voit des gens faire des Excel comme ça super vite et tout. Si ça vous fait fantasmer, c'est cool, mais surtout, en vérité, ça vous permet de gagner énormément de millisecondes qui viennent s'ajouter ou se cumuler dans votre agenda. Par exemple, si vous passez d'un onglet à un autre, si vous voulez ouvrir un onglet, si vous voulez fermer un onglet, rouvrir un onglet que vous avez fermé par erreur, si vous voulez passer d'une fenêtre à une autre sur votre ordi ou des choses comme ça, en fait, il y a 1 million de raccourcis clavier. Je crois qu'on vous enverra la présentation après, peut-être. Ouais. Et je crois que si vous cliquez là-dessus, vous aurez accès aux pages d'aide avec tous les raccourcis. Chaque outil a sa liste de raccourcis clavier et ça ne sert à rien de les apprendre par cœur ou quoi, mais juste essayer d'avoir ce réflexe de, OK, là, genre, de méditation, de pleine conscience d'utilisation de mon ordinateur. OK, là, j'ai utilisé la souris. En vrai, il y a sûrement moyen de le faire au clavier. C'est un peu un truc de geek de faire ça, mais je vous assure qu'après, vous allez kiffer le faire au clavier. Et en fait, le truc, c'est que peut-être que passer d'un onglet à un autre, ça vous paraît étrange comme ça, de se dire, c'est qui ce mec qui va nous dire, n'utilisez pas la souris, et voilà. Mais en fait, si vous prenez genre 1 seconde en plus, si vous avez votre souris réglée sur la vitesse pas vite, là, vous allez faire comme ça, là, super pas vite, puis vous allez cliquer. Ou alors, si vous voulez vous unmute d'un meeting, en fait, vous allez faire tac, je clique sur le micro, et en fait, vous perdez à chaque fois 1 seconde. 1 seconde sur 100 actions que vous faites par jour, on va faire plus simple, sur 60 actions que vous faites par jour, ça fait 1 minute par jour. Fois 5 jours d'une semaine, ça fait 5 minutes. Fois 50, ça fait 250 minutes. Ça fait 4 heures de perdu dans une année pour faire ça. 4 heures, c'est une après-midi. À la cool. Moi, en 4 heures, je sais quoi en faire sans problème. Donc, c'est 4 épisodes d'une série Netflix. En fait, si vous raisonnez comme ça, il faut réussir à... Là, on est typiquement dans le genre de truc qui se met sur l'effet cumulé du temps que vous allez gagner.
Et je crois qu'il y a un exemple juste après, que j'ai fait à 17h25, juste avant ça. Je vous ai mis là les petits raccourcis où j'ouvre et je ferme des onglets. C'est un mec qui flex avec des raccourcis clavier, mais voilà, ça va beaucoup plus vite que d'y aller à la souris, parce que vous pouvez vraiment faire les tâches de manière instantanée. Voilà. Mais il y a plein de raccourcis, vous avez les liens. Juste essayez de prendre l'exemple. Vous n'êtes pas obligé de tout faire au raccourci, mais essayez de l'appliquer. Profitez de Google. Qui fait ça? C'est toi qui fais ça. Yes. Bon, je ne suis pas commercial pour Google, pour commencer. Donc, mais la 25e heure, elle dit un truc très vrai, c'est que Google est conçu pour nous faire gagner du temps et Facebook pour nous en faire perdre. Et pourquoi est-ce que la suite Google nous fait gagner autant de temps? C'est parce qu'il y a vraiment toutes les solutions dont vous avez besoin pour travailler à un seul et même endroit. Vous avez la possibilité également d'éditer vos documents en temps réel, donc globalement en mode collaboratif. Donc nous, on s'est servi de ça pour créer cette présentation et ça vous permet de travailler à plusieurs sur un même doc et d'éviter de vous envoyer des V, des V21, des V22 d'un document, ce qui vous fait faire gagner énormément de temps. Il y a aussi également des raccourcis super clavier super utiles qui ont été développés sur la suite Google ces dernières années, qui vous permettent d'aller du coup extrêmement vite dans toutes vos tâches et d'avoir plein de millisecondes gagnées qui viennent s'additionner au fil du temps. Et vous pouvez paramétrer votre boîte Gmail, enfin vraiment comme vous le voulez. Enfin, vous avez vraiment moyen de la customiser à fond pour qu'elle réponde parfaitement à vos besoins. Donc, mettre vos mails non lus en premier, par exemple. Afficher 100 mails dans la boîte plutôt que 50. Donc, ça vous permet vraiment de customiser à fond votre boîte mail pour être le plus efficace possible quand vous travaillez avec. Ensuite, si vous êtes un peu geek, vous avez la possibilité, avec la suite Google, d'automatiser plein d'actions. Donc, vous avez des applications comme Zapier, par exemple, qui vous permet en fait de connecter Google Sheet ou Google Doc à votre boîte mail et d'automatiser un grand nombre d'actions, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps au quotidien. Typiquement, automatiser l'envoi d'emails sur la base d'un Google Sheet en disant bon, voilà, tous ces mails-là, tu leur envoies ce mail-là customisé comme ça ou comme ça, et ça va vous permettre d'envoyer énormément de mails en très peu de temps. Et pour les plus geeks d'entre vous, il y a la possibilité de coder un peu en Google Script pour automatiser certaines actions. Et objectivement, en se documentant un peu sur YouTube, ce n'est pas si compliqué que ça. Enfin, on s'en sort bien. Et le top avec la suite Google, c'est que leurs outils sont constamment mis à jour pour avoir plein de fonctionnalités qui vous font gagner du temps. Par exemple, quand vous rédigez un mail aujourd'hui, on vous suggère les phrases, les réponses que vous devez rédiger, et l'algorithme, il s'entraîne constamment pour avoir des phrases de plus en plus proches de ce que vous allez rédiger. Et donc, finalement, la dactylographie est de plus en plus rapide. Il y a un autre exemple qui est parlant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez répondre à certains mails, Gmail vous propose automatiquement certaines réponses pour répondre en un clic. Donc, c'est vraiment, la Google Suite, c'est vraiment the best place ever pour travailler. Et moi, il y a deux outils très simples, mais très utiles au quotidien. Je sais que c'est un grand dada de Xavier. C'est la fonction non lue de Gmail qui permet en fait de jamais oublier de traiter une tâche au quotidien. Donc, s'il y a un mail qui arrive et que vous n'avez pas le temps de le traiter, vous le mettez en non lu et vous le traiterez quand vous aurez le temps plus tard. Vous dites « Ok, je m'en occupe » et vous le laissez en non lu pour finalement ne jamais oublier de le traiter. Et après, il y a Calendar qui est extrêmement utile en fait pour se mettre des rappels pour si jamais vous devez relancer un partenaire ou souhaiter l'anniversaire d'un collègue, eh bien se le mettre dans 1 ou 2 semaines dans l'agenda pour ne pas l'oublier et oublier vraiment aucune action à exécuter. Donc franchement, Google Suite is the best place to work, franchement. Merci Maxime. Le dernier élément que je voulais vous transmettre, non, c'est pas le dernier d'ailleurs, mais le dernier élément de cette partie-là que je voulais vous transmettre, c'est le fait d'automatiser son environnement. Alors, c'est un petit clin d'œil à Pierre ici, dont le surnom est Panam Automatise. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce slide comme ça. Mais, en gros, je me fais assez peu confiance et je fais assez peu confiance à ma volonté, en fait. Surtout quand je suis chez moi. Il y a toujours une meilleure option que de faire un truc relou que je dois absolument faire ou que de faire le truc important. Typiquement, je vous parlais de Duolingo tout à l'heure, tous les matins 15 minutes d'italien.
Quand j'arrive au petit déjeuner et que j'enlève le mode avion de mon téléphone, il y a environ 200 trucs que j'ai envie de faire, à part faire Duolingo à ce moment-là. J'ai envie d'aller sur Insta, checker les stories de tout le monde, scroller quelques TikTok, ouvrir mes mails pour voir si j'ai raté des trucs importants, etc. Mais comme je ne me fais pas confiance, j'ai une petite automatisation sur mon iPhone. Vous avez l'onglet raccourci sur iPhone. Ça existe aussi sur Android, mais je ne connais pas le nom du truc, mais ça existe aussi. Donc vous allez dans raccourci et vous mettez en place une automatisation qui dit quand le mode avion est désactivé, faire j'active ne pas déranger, comme ça j'ai pas de notification qui tombe, et tu m'ouvres Duolingo dans une leçon d'italien et tu me demandes pas avant d'exécuter, comme ça dès que j'enlève mon mode avion, j'ai Duolingo devant moi. Bon, ça fait un peu relou quand vous prenez effectivement l'avion et que vous désactivez le mode avion, parce que du coup, les autres passagers, qu'est-ce qu'il fait à faire une leçon d'italien alors que vous venez d'arriver sur le tarmac? Bon, c'est un autre sujet. Mais donc, au moins, le matin, je n'ai pas ça. Autre exemple, mon habitude, c'est de lire avant de me coucher. En fait, c'est un truc qui est ultra bête, mais mon environnement est fait pour que je puisse faire ça. Donc, je n'ai pas mon téléphone qui rentre dans ma chambre. Et j'ai ma Kindle sur ma table de nuit. Et donc, du coup, j'arrive dans mon lit, j'ai pas de téléphone, j'ai rien à faire, je prends ma Kindle et je commence à lire mon bouquin. Et en fait, de cette manière-là, vous avez plein d'éléments qui vous permettent petit à petit d'automatiser votre environnement dans le sens ne pas y penser ou ne pas avoir de pensée parasite dessus. Si vous voulez faire du sport le matin, c'est pas en ayant vos affaires de sport au fond d'un tiroir que vous allez le faire. C'est en ayant les baskets et les chaussettes et limite déjà habillé le soir dans votre lit que vous allez le faire. Si vous devez traiter des actions importantes pour votre boulot ou autre, c'est pas en ayant la télé en face de vous que vous allez le faire. Donc, en gros, tout ce que je vous dis là, c'est limiter la tentation, mais surtout le faire en automatisant le plus possible votre volonté pour qu'en fait, vous n'ayez pas le choix et que juste vous soyez dans le truc et il n'y a pas moyen d'en sortir si ce n'est de le faire. Donc, misez sur votre organisation de votre espace de travail, de votre environnement. Et dernier tout petit conseil, définir une activité intentionnelle par défaut. Ça, en vrai, c'est un truc qui a un peu changé ma manière de faire les choses. Quand j'avais rien à faire, j'avais tendance à ouvrir Insta, commencer à scroller Insta, les stories, changer de compte, faire pareil, aller sur TikTok, etc. Parce que mon activité non intentionnelle par défaut, c'était OK, là j'ai rien à faire, boum, je suis sur un réseau social, ou LinkedIn, ou peu importe. En fait, définir une activité intentionnelle par défaut, ça veut dire quand j'ai rien à faire, j'ai une activité qui est intentionnelle et ça va être celle-là. Et quand j'ai rien à faire dans ma journée, au lieu d'aller sur Insta ou de scroller LinkedIn, en fait, j'ouvre une appli qui s'appelle Feedly, dans laquelle j'ai plein d'articles que j'ai envie de lire à l'intérieur, d'articles de blog qui sont curatés, dans lesquels je peux avoir accès à des personnes qui intellectuellement m'intéressent. Voilà. Ou alors, j'ouvre mon application Kindle, et comme ça, je lis un peu. Et donc, en gros, au lieu d'ouvrir Insta, j'ouvre ça. Et donc, du coup, on reste sur la courbe exponentielle de je deviens un tout petit peu meilleur tous les jours et dans 50 ans, ça aura produit quelque chose. Donc, ayez une activité intentionnelle par défaut qui peut changer en fonction du moment de la journée. Peut-être que le soir, c'est lire un livre, peut-être que la journée, c'est traiter vos mails, mais essayez de la setup et de ne pas juste vous perdre dans un truc qui n'est pas intentionnel et dont les algorithmes vont vous emmener, je ne sais pas où. Voilà. Alors, comment appliquer ces conseils au quotidien? Donc, moi, je pense qu'un bon objectif, c'est d'adopter un conseil, enfin prendre une bonne habitude par semaine ou chasser une mauvaise habitude par semaine. Donc, concrètement, comment faire? Moi, la méthode que j'utilise, c'est tous les matins, en me levant, je note sur un bout de papier l'habitude du jour. Par exemple, ne pas avoir plus de 3 onglets ouverts et je la lis à voix haute. Et ensuite, je la colle sur mon ordi pour m'en souvenir toute la journée et l'appliquer toute la journée. Et pourquoi une habitude par semaine? C'est parce que faire plus, en fait, ça revient à vouloir tout changer d'un coup. Et en voulant tout changer d'un coup, on prend le risque d'abandonner et finalement de revenir au point de départ. Alors qu'en prenant une habitude par semaine ou une habitude tous les 2 ou 3 semaines pour les habitudes les plus compliquées à prendre, finalement, step après step, vous allez prendre les bonnes habitudes. Et sur le long terme, c'est ce qui va faire une énorme différence. Et en prenant toutes ces habitudes, vous allez faire jouer les effets cumulés dont parlait Antoine. Et finalement, ça va vous permettre de faire décoller votre productivité et votre efficacité. Donc voilà. Donc le bon target, c'est un conseil par semaine. Et une bonne manière de le faire, c'est de se noter sur un bout de papier tous les matins. Voilà mon objectif du jour, mon conseil du jour. Et je m'efforce de l'appliquer et je le colle sur mon ordi pour y penser toute la journée.
Alors oui. Alors les livres, la bibliographie. Donc moi, je vais faire les livres. Donc le premier livre, c'est La 25e heure. Donc c'est un livre qui a été rédigé par 3 entrepreneurs et investisseurs français. Donc Guillaume Declercq, Baodine et Jérôme Dumont. Ils l'ont rédigé en un week-end. Et en fait, c'est un condensé de conseils qu'ils ont récupérés auprès de 300 entrepreneurs. Et donc, c'est vraiment le bon petit guide qui a été rédigé ces dernières années. Et c'est une très bonne base de départ pour la productivité. Le second, c'est La semaine de 4 heures. Alors, le titre est assez caricatural. Ça a été rédigé par Timothy Ferriss, qui est un prof à Princeton et un entrepreneur américain. Et c'est un livre qui explique en fait comment garder le même niveau de vie en travaillant 4 heures par semaine et en prenant plusieurs mini-retraites plusieurs mini-retraites pendant sa carrière pour profiter de la vie avant sa retraite, avant 65 ans. Bon, c'est très caricatural et très américain dans l'approche, mais il y a beaucoup de conseils très intéressants sur toute la partie externalisation des tâches. Donc finalement, déléguer toutes les tâches où vous avez peu de valeur ajoutée pour vous concentrer seulement sur les 10% ou 20% de tâches sur lesquelles vous avez énormément de valeur ajoutée. Troisième référence, donc c'est un autre best-seller américain. Donc là, c'est les Atomic Habits de James Clear. Et là, c'est vraiment ça a été rédigé par un spécialiste des habitudes, un chercheur sur ce sujet-là. Et concrètement, ça parle des effets cumulés et ça explique comment, en prenant des bonnes habitudes, sur le temps long, vous allez faire une énorme différence et que toutes les petites habitudes que vous prenez fait que vous allez devenir un cadre dans votre discipline et que si vous prenez au contraire des mauvaises habitudes, et peu à peu, vous allez finalement décliner. Donc, ce livre-là, c'est vraiment les habitudes comme vecteur de développement personnel. Et le dernier livre, donc là, c'est Make Time. Et là, c'est très différent. C'est un livre sur la priorisation qui consiste concrètement à expliquer comment prioriser ses tâches. Et finalement, on revient au dire non. Donc, c'est-à-dire comment dire non à 80% des sollicitations pour se concentrer sur les 20% plus importantes. Et dans ce livre-là, on ne parle pas du tout de cadence de travail, donc comment aller plus vite avec des automatismes, mais vraiment comment, tous les jours me poser la question de sur quelle tâche je dois travailler pour rentabiliser un maximum mon temps, finalement. Donc voilà pour les 4 livres qu'on voulait vous proposer. Et en complément, on a des podcasts aussi à vous recommander. Alors, il y a évidemment mon podcast, c'est pas moi qui ai fait la slide, c'est Clément qui a fait cette slide. Non, c'est vrai. Merci Clément de l'avoir faite. Mais donc, il y a mon podcast sur la productivité 42-12 que vous pouvez retrouver. Productif comme un papa. Et donc, il y a un podcast français plutôt cool. Et d'ailleurs, la parentalité, c'est un vrai sujet auquel moi, je ne suis pas confronté. Et pour l'instant, tant mieux. Mais avec des enfants, je ne veux pas imaginer le délire que ça peut devenir, mais c'est un autre sujet. Et Extreme Productivity, qui est cette fois-ci un podcast américain. En complément, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement de Panam Automatize, qui est la chaîne YouTube de Pierre, dans laquelle il vous partage aussi ses meilleures astuces de productivité et d'organisation. Vous pouvez retrouver tout ça sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, peu importe ce que vous utilisez. Et en complément, puisque vous êtes venus ici ce soir et que je voulais vous faire un petit cadeau, j'ai compilé, c'est ce que vous voyez sur la gauche, 50 astuces de productivité des personnes que j'ai interviewées dans mon podcast. Et je vous en ai fait un doc sur Notion. Là, ça charge parce que je n'avais pas de Wi-Fi là où j'étais, mais en vrai, c'est assez cool. Vous avez exactement la tâche que vous devez accomplir, le domaine que ça concerne, la difficulté et combien ça va vous faire gagner de temps par semaine. Et c'est ultra complet. Et vous pouvez y avoir accès grâce à ce QR code que vous pouvez flasher juste là. Et je vous l'enverrai. Enfin, c'est pas moi qui va vous l'envoyer, c'est ma petite automatisation derrière qui va vous l'envoyer. C'est cadeau. Et après, vous arriverez sur ma chaîne YouTube. Et là, pour le coup, vous pouvez souscrire un abonnement également. On fait comme on peut. Hein. Vous savez, on est là pour. C'est gratuit, mais quand même, on se donne un peu. Voilà, et pour de vrai, sinon, je serais ravi d'en discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à la checker et à me dire ce que vous avez mis en place après. Voilà, et je laisse la parole à Maxime, mais qui va vous demander si vous avez des questions, je pense. Donc, je vais le faire moi-même. Si vous avez des questions, on est à votre écoute. Yes.
Ouais. Bah, je peux commencer à répondre si ça va, mais en gros, c'est pas parce que tu fais ta meal prep le dimanche que tu vas exploser en termes de temps. Et si c'est un truc qui te convient pas, c'est un truc qui sera relou pour toi et que tu vas pas tenir sur le long terme. Donc en fait, je pense que tu peux appliquer. Moi, j'ai essayé de le faire. Franchement, j'y arrive pas. Moi, je kiffe sortir le midi de chez moi, aller m'acheter mon truc à manger et tout. Ça me prend 10 minutes, mais au moins, je suis dehors et c'est un moment que j'adore. Et à l'inverse, faire les courses, ça me saoule royalement. Et du coup, je préfère aller acheter le midi un truc à manger que. Voilà. Bon, après, ça dépend de ce que. Ouais, voilà, il y a aussi ça, mais ça dépend beaucoup de ce que vous pouvez faire. Voilà. De manière générale, il y a plein d'habitudes qui vont vous faire gagner du temps. Et en moyenne, bah forcément, elle est bonne. Si elle vous fait gagner du temps et que vous pouvez la supporter, elle est trop cool. Donc effectivement, bah ouais, préparer tous vos repas le dimanche pour la semaine, c'est trop cool. Faire votre linge en une fois ou externaliser la gestion de son linge à une personne qui vient chez vous qui le récupère, bah forcément, c'est trop cool. Le ménage, c'est pareil. Le faire 10 minutes par jour rapidos en écoutant un podcast, bah, c'est forcément mieux que de le faire en 5 heures le dimanche, un truc comme ça. Mais ça, c'est ultra perso et ça dépend comment vous vous sentez de le faire. Et tout ça. Mais ouais. Mais dans la 25e heure, ils en parlent un peu. Et en fait, c'est à toi de trouver la juste limite entre ce qui est geek et ce qui n'est pas geek. Et si tu es un geek de la productivité et que tu kiffes, bah, vas-y à fond et tant mieux. Mais si c'est pas ta personnalité et que tu vis dans le bordel et que tu es un artiste comme ça, bah fine. Et en fait, c'est ta manière de fonctionner, tu vois. Donc, voilà. Ouais. Ouais. En fait, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré pas mal de gars qui arrivaient à justement être ultra productifs parce qu'ils étaient en mode freestyle. Et du coup, il y a vraiment, pour le coup, il n'y a pas de vérité unique là-dessus. Il y en a qui vont préférer dire, OK, j'ai une semaine pour terminer cette action-là, ils vont le faire. Et il y en a qui vont avoir besoin de dire, OK, si à la fin de la semaine, il faut que j'ai fini ça, il faut que je fasse ça lundi matin, ça lundi après, etc., etc. Donc ça, pour le coup, peut-être que toi, tu étais dans, on va dire, en A ou en B, mais il faut que tu testes avant. Et c'est pour ça que c'est pour ça que moi, j'ai insisté sur le fait que c'est votre système à vous. C'est que vraiment, il faut que tu le testes. Donc là, on t'a donné plein de méthodes, teste-en. Si ça ne te va pas, ça ne te va pas. Mais à chaque fois que tu auras dit, OK, ça me va ou ça ne me va pas, tu auras avancé un peu plus sur tes connaissances de toi-même. Il y a juste un sujet complémentaire pour faire l'ouverture sur ce que tu as dit. Donc, comment gérer un projet, etc. C'est effectivement quelque chose supplémentaire sur lequel tu peux te tester. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, mais qui pourra peut-être être abordé plus tard ou d'une manière différente. Mais surtout pour des entrepreneurs, il y a aussi comment est-ce que tu organises ta boîte et tes relations avec les personnes avec qui tu travailles pour que ce soit ultra productif. On a parlé du recrutement en intro en vous disant, bah, en gros, si vous sélectionnez les bons profils, déjà, c'est un grand pas. Mais il y a aussi comment est-ce que vous structurez les différents périmètres, comment est-ce que vous mettez en place des routines d'échange ou autres. Et enfin, ça, c'est tout un sujet de. Je pense on peut en parler pendant 10 heures, mais c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'a pas abordés, mais qui feront, je pense, peut-être l'objet de conférences plus tard. Ah d'accord. Avec lequel de nous trois parce que...
Ouais. Du sport, passer du temps en famille. Non, mais justement, on en a parlé, peut-être un texto qui est arrivé au même moment. Ah ouais, du coup, il voit qu'il y a une info là pour le coup. Non, mais pour le coup, en vrai, là-dessus, sur ce point-là qui est hyper important, et pour moi, c'est la base, c'est que justement, se définir ses objectifs fait que on se dit, on fait le serment avec soi-même, c'est un peu comme en janvier, quand on veut arrêter de fumer, maigrir, faire du sport, etc. On dit, OK, je me dis que d'ici la fin de l'année, pour me dire et me serrer la main en disant, tu auras réussi ton année. Ouais, parce que on a un manager, donc il faut qu'on se serre la main, on s'auto-serre la main. En fait, justement, pour se dire, OK, je serai fier de moi à la fin de l'année, je sais que je me fais le serment que je réussisse ça, ça et ça. Et donc, comme la plupart du temps, ces objectifs-là prennent du temps et il y a des imprévus, il faut être capable d'être productif pour les réaliser et du coup atteindre le bonheur de la fin de l'année. Mais la réponse, elle est dans le bonheur parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Mais en fait, moi, je pense que. En fait, je suis désolé si du coup, tu as ce modèle de compréhension parce que c'est vraiment pas. Enfin, c'est vraiment pas l'objectif de dire l'objectif, c'est d'avoir des plages horaires bloquées de 8h à 22h tout le temps. Mais en fait, c'est plus d'avoir un cadre dans lequel on fait ce qu'on veut. Et par exemple, ouais. Mais du coup, pour te donner une réponse là-dessus, est-ce que. C'est pour ça, moi, je le fais pas. Mais par exemple, tu vois, est-ce qu'il y a du temps pour boire un verre avec quelqu'un? En fait, la réponse est oui, mais parce que ça a été décidé. Et en fait, je sais que avec la personne, en fonction de ses dispos, en fonction de mes dispos, en fonction de ce qu'on fait. Mais en fait, du coup, non, mais en fait, du coup, ce que je veux te dire par là, c'est que au lieu d'aller prendre un verre en culpabilisant parce que j'ai pas fini un truc, ou en me disant putain, en fait, je devrais être en train de faire autre chose, ou en répondant à des mails en même temps. Il y a Siri qui nous répond en même temps. Mais tu vois, au lieu d'être perturbé par ça, en fait, je suis à 100% dans un truc. Et du coup, c'est les automatisés. Ah ouais, mais c'est parce que c'est ma voix. Ouais, il est con. Mais c'est l'heure de Duolingo, en fait. Désolé, il est 20h02. Non, c'était jusqu'à 20h. Mais je profite quand même. Non, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que être productif pour être productif, ça sert à rien. Et être productif pour faire plus de fois la même chose, ça sert à rien. Mais par contre, être productif pour avoir du temps avec les gens qu'on aime, ça c'est utile. Être productif pour pas faire les tâches qui nous font chier et faire des tâches pour lesquelles on est stimulé intellectuellement ou physiquement, ça c'est cool. Réaliser ses objectifs sportifs, c'est trop cool. Être pleinement dans des conversations avec des gens ou être pleinement dans des moments, ça c'est trop bien. Tout le reste, tous les trucs de productivité à côté, c'est bullshit. Genre, tout ce que les gens peuvent dire en mode tac, ça va vous faire ci et ça, en vrai, c'est bullshit. Et c'est pour ça que le socle de tout ça, c'est de savoir c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'on veut. Et, voilà. Et après, est-ce qu'il y a de la place pour l'imprévu? Il y a 100 fois de la place pour l'imprévu, mais le fait d'avoir un système fait que c'est pas grave. C'est pas grave si ce soir, en fait, on finit à 2h du mat, parce que. Pour les 8 heures de sommeil, c'est relou, mais c'est parce que en moyenne, je sais que j'ai un bon sommeil, donc que je peux me coucher à 2h quand je veux. Je sais que mon système de productivité me permet de déplacer des meetings à un autre moment où j'aurai plus de temps. Je sais que là, je suis tranquille et tout. Ouais, ça c'est cool. C'est parce que je me suis acheté un masque pour les yeux, c'est life changing. Vraiment. Ça, vraiment, j'ai moins de 10% avec le code Antoine, mais incroyable. Mais du coup, pour répondre, si on est dans un créneau de productivité et que notre cousin toque à la porte, surprise, je suis à Paris, viens, on va prendre un verre, moi, évidemment que j'y vais. Par contre, la différence, c'est que j'ai conscience de ce que je ne vais pas faire pendant ces 2 heures-là. Et du coup, je sais où le déplacer. Et je sais que comme c'était un créneau de deep work, je le déplace. Et en fait, le fait de savoir un peu à l'avance, ça permet énormément de faire ce dont on a parlé en premier, c'est de dire non. Parce qu'en fait, l'incapacité des gens à dire non, c'est parce qu'on est des gens très gentils et qu'on accepte toutes les demandes entrantes. Mais c'est aussi parce qu'ils ne savent pas, en disant oui à un projet qui va leur prendre 2 heures, sur quel projet ils vont perdre du temps. Et comme le projet en tant que tel sur lequel ils vont perdre du temps, il n'a pas d'échelle d'importance par rapport à ses objectifs, il va dire oui. Moi, maintenant, je suis capable de dire non à des gens parce que je dis ok, bah en fait,
non, je ne vais pas le faire parce qu'à la fin du mois, j'ai un salaire à payer pour telle personne et donc ce projet-là doit avancer. Et je dis dans la plupart du temps oui, mais en fait, c'est juste d'avoir conscience de ce qu'on va ne pas faire pendant le temps où on fait autre chose. Et c'est garder la maîtrise, exactement. Non, mais justement, alors ça c'est le rôle de l'ingénieur, justement. C'est là où, en fait, il y a une... Par exemple, en fait, alors, on n'est pas des robots, déjà. On va se mettre d'accord là-dessus. On n'est pas des robots. De quoi? Non, mais l'article, c'est pour vendre du papier. C'est pas pareil, c'est business. On n'est pas des robots. Ça, c'est la première chose. À la base, je suis quelqu'un d'anxieux. Donc, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire dans la semaine. Ma mère ne me racontait pas des histoires quand j'allais me coucher. Elle me racontait le planning de la semaine. Ça me rassurait. Donc, je sais que j'ai cette tendance-là. Par contre, je suis capable de prendre mon sac et de partir en Thaïlande pendant 3 mois et de donner l'heure à personne. Pourquoi? Parce que je sais que, et ça on en a pas parlé, mais ce qui est important, c'est la robustesse d'un système. Je sais qu'une perturbation que je vais apporter à mon système ne va pas le mettre en danger. C'est-à-dire que si j'ai trouvé mon bonheur dans un système qui me correspond, je peux le changer pendant une période de temps donnée et je sais que je vais naturellement retourner dans ma position initiale de ce système-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, puisque j'ai mes interviews, mes auto-interviews avec mon ingénieur, il me dit, OK, là, tu as travaillé, tu as sorti une boîte en 6 mois, cool, tu as envie de quoi maintenant? Si tu as envie de chiller, OK, ben on prend 2 semaines, on annule tout et on va chiller. Complètement d'accord. Là-dessus, complètement d'accord. Eh ben, je suis complètement d'accord. Et si vous faites référence à la vie de couple, oui, bien sûr. On est complètement d'accord. Mais justement, en fait, ce qu'il faut comprendre à la fin de la productivité, qui est difficile à comprendre quand on lit des articles Medium, des tweets, etc., c'est qu'en fait, la productivité va in fine vous apporter de la flexibilité. Et c'est cette quête de flexibilité que vous allez chercher. Elle est dure à mettre en place parce qu'il faut tomber sur plein de systèmes. Il faut justement faire des burn-out. Il faut ne pas être efficace pendant une semaine. Non, mais burn-out, on s'entend. On ne va pas sauter la fenêtre et tout. Tranquille. Voilà. Il faut goûter le vinaigre pour apprécier le miel. Donc, du coup, plus vous allez tester des systèmes, plus vous allez itérer sur votre façon d'être. En vrai, c'est un voyage à notre rencontre pour le coup. C'est pour ça que je dis que c'est ultra personnel à chacun d'entre vous. Mais là, du coup, vous prévoyez l'imprévu, du coup. Du coup, j'ai arrêté de traquer mon temps depuis septembre de manière ultra précise, mais je passe du temps à rien faire quasiment tous les jours. Et ouais, ça va de ouf. Mais en fait, c'est parce que dans mon agenda, c'est écrit là, je fais rien et je me saoulais pas en fait. Et tu vois, j'ai un rituel. J'ai un café à côté de chez moi, il est incroyable. Il s'appelle Café Partisan, c'est dans le 3e. Il est fou. Vraiment, c'est le meilleur café que j'ai jamais goûté de ma vie. Et maintenant, quand je prends des cafés de machine à café, ça me dégoûte.
Et j'ai un rituel, c'est je vais là-bas tous les jours, où je suis à Paris, tous les jours, je vais là-bas à 10h30. Et parfois j'y vais aussi après mon déjeuner, je vais là-bas aussi. Et tous les jours. Ils me connaissent, j'arrive, ils me préparent déjà mon café avant que je sois à la caisse. Parce que je prends toujours un double New Wave. Oui, non, mais c'est parce que je kiffe ce café-là. Je fais ce que je veux, non? Mais par contre, je sais que de 10h30 à 10h45, à peu près, et ben en fait, je bois un café et c'est un café dans lequel il est interdit de ramener un ordinateur. Donc, il n'y a personne qui travaille. Les gens sont en train de lire, sont en train de discuter entre eux. Moi, j'y vais tout seul. Et juste, je bois un café pendant 15 minutes et je ne regarde pas mon téléphone et juste, je fais ma vie. Et voilà. Ouais. En fait, j'y vais à 11h. Si, mais c'est là où c'est l'ingénieur qui revient. L'ingénieur, il dit ah, en fait, là, le pilote, il est en train de s'endormir quand il conduit l'avion parce que c'est toujours les mêmes nuages. Donc, viens, on refait le truc. Et tu vois, moi, par exemple, à une époque, je prenais 0 meeting le matin. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout bien pour moi, ni pour les gens avec qui je bossais, ni pour mes interlocuteurs externes et tout. Bah, j'ai arrêté, tu vois. Enfin, c'est pas immuable. Et peut-être que demain, si ça me saoule de prendre un café à 10h30, je le prendrai à 10h45. Ou j'irai prendre un thé dans une autre truc, ou tu vois. Enfin, tu vois, je change, ouais. Mais surtout, ça me fait trop plaisir, moi, d'y aller, kiffer, quoi. Je sais que personne ne va me saouler à ce moment-là. Je sais que les gens ne me calent pas de meeting. Je sais que, de toute façon, je ne réponds pas aux appels, donc ça règle le problème. Mais je sais que c'est tranquille. Du coup, pour revenir sur la question des temps, évidemment qu'il y a des temps. En fait, il y a des gens qui ont théorisé ça et vous allez voir dans le livre Make Time, il explique en fait qu'il y a 5 types de temps. Alors, je ne saurais pas peut-être pas vous les dire comme ça, mais globalement, c'est les temps qui servent à rien. Genre vraiment les temps, on fait ce qu'on veut. Les temps de culture, les temps de sportif, les temps de développement personnel et les temps de travail. En fait, c'est pas parce qu'Antoine fait une action tous les jours à la même heure que c'est un rituel. C'est à un moment donné dans sa vie un rituel. Mais ça ne veut pas dire que ce rituel, ça veut pas dire qu'il va être perturbé s'il ne réalise pas ce rituel-là. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut voir aussi dans notre type d'organisation, c'est que comme on est entrepreneur et qu'on n'a pas le cadre de CDI, on a la liberté de s'organiser comme on veut, mais on a aussi ce manque de cadre qui est du 8h-20h, du 8h-19h. Donc, le fait de pouvoir se dire, par exemple, Antoine qui fait plein de choses en dehors de son métier d'entrepreneur, podcast, il fait des podcasts sur le vin aussi, donc il a 2 podcasts. Enfin, le fait de pouvoir se dire, je peux le faire à 14h, ça donne une liberté, mais ça impose aussi de l'autre côté un cadre. Quand on tire d'un côté, on tire de l'autre aussi. Donc, ça veut dire que pour être capable de réaliser autant de projets en parallèle, on est obligé d'avoir un cadre. Sinon, en fait, le résultat, il est simple. C'est que Antoine va se dire au bout d'1 mois ou 2 mois, OK, je suis obligé d'arrêter un podcast. Or, avoir 2 podcasts le rend heureux. Donc, il fait en sorte de se mettre dans un cadre pour être capable de faire tous ces projets en même temps. Non, mais je comprends, mais et, par exemple, je vais vous poser une question. C'est quand votre moment dans la journée où vous êtes productif, là où vous savez que vous avez les neurones brillants? Fin de journée. Ça aurait été mieux que vous répondiez toute la journée. Non, mais non. Non, non, mais pour le coup, OK, fin de journée. OK, on va dire 18h-20h, ça va? 18h-20h. On se dit, vous regardez Cyril Hanouna tous les jours et on se dit que Cyril Hanouna, c'est pas tout le temps la même heure. Imaginons, un exemple, OK?
on va dire que vous faites une activité entre 18h et 20h. Vous ne voulez pas la faire comme le café, vous ne voulez pas la faire tout le temps à la même heure. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez faire à 17h, des moments où vous allez faire à 20h, d'accord, ou à 18h. Ça veut dire qu'il y a un moment donné dans votre semaine, vous allez utiliser votre temps le plus productif pour vous pour faire cette activité-là. On est d'accord? Non, mais, ok, mais si on fait que des cas particuliers, mais non. Non, mais donc, du coup, on est d'accord, suivez-moi. À 18h, on est d'accord, vous allez faire cette. Non, mais je finis mon raisonnement. À 18h, vous allez faire cette activité-là qui utilise un temps productif. Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes à l'aise avec le fait de dire le fait de faire cette activité-là est plus important que d'avancer dans mon projet, puisqu'à ce moment-là, je suis productif, donc je vais avancer dans mon projet. C'est juste une question de priorité, en fait. Et nous, on a conscience de priorité. Parce que, pardon, hein, pourquoi? Parce que, en fait, je ne me dis pas, tiens, je vais travailler sur tel truc à tel moment en me l'imposant. Je vais travailler sur tel dossier au moment où j'aurai choisi, au moment où j'aurai le temps libre et où j'aurai la plus grande disponibilité et efficacité. Donc, ça peut être un jour à 10h et le lendemain à 18h. Donc, c'est un peu, en fait, j'utilise les mêmes outils que les vôtres, mais sans, pardon, la possibilité d'un horaire imposé. Ceci étant, toutes les études ont démontré, vous avez raison, que c'est le cerveau a besoin d'habitude. Je crois qu'il faut 21 jours entre le cerveau à 66. Et si on répète une chose 21 fois 21 jours, le cerveau enregistre ça. Donc, ça, c'est un très bon réflexe, surtout pour apprendre les langues étrangères. Donc, il y a plein de choses que j'ai trouvées géniales. Hein. Ce n'est pas une critique. Ah non, pas du tout, mais c'est des objections qu'on a souvent. En tant que chef d'entreprise, mère de famille, épouse, multitâche avec d'autres centres d'intérêt, je me dis, vous êtes encore jeune, plein de vie, à vous entendre, tout est codifié, machin. Je me dis, elle est où la place pour l'imprévu, pour la fantaisie, pour l'humanité, pour le machin, et il faut vivre aussi. J'espère que vous connaissez. Mais vous avez l'air très heureux. Et si vous avez l'air très heureux, parce que ça vous convient. Oui, parce que c'est mon système à moi. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas écouté la conférence, parce que moi, je n'ai pas du tout ce ressenti. C'est pas du tout l'impression qu'ils ont mis une contrainte avec il faut faire quelque chose d'appel. Alors, moi, pas du tout. Je vous donnerai 10 euros. Je suis désolée, c'est pas du tout ce que je disais. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être conclure du coup. Allez, peut-être une toute dernière question. Après, ma question, ça va être ce genre de système, ça peut marcher super bien si on a un seul cadre de vie. Mais si tu as deux boulots, tes études, ta famille, et que ça rentre en conflit, comment vous gérez? Parce que par exemple, si l'équipe d'une autre ne veut pas qu'elle le paye, et si l'autre ne veut pas suivre d'office, et puis si les enfants ne sont pas d'accord avec les horaires de prise de rendez-vous, comment vous gérez le fait d'avoir des conflits en fait, entre plusieurs vies, et pas d'avoir une seule vie qui rentre dans le même cadre? Je vire. Après, tu vois, je pense aussi qu'il ne faut pas confondre la productivité et vouloir faire 2000 trucs en même temps. En fait, tu peux être le mec le plus productif du monde et avoir un système qui est vraiment ultra quali et tout. Si tu veux faire 5 jobs de 35 heures en même temps, en fait, ça ne rentre pas dans une semaine manifestement. Et on n'en a pas trop parlé, mais enfin, on en a un tout petit peu parlé en disant ça va dire non, mais il faut savoir renoncer à des choses. Et en fait, et c'est OK. Et d'ailleurs, il faut savoir embrasser la médiocrité dans certains cas. C'est un truc qu'on n'a pas trop mis. Mais en fait, si tu fais 3 choses et que tu vas en faire une quatrième, peut-être que sur la quatrième, c'est pas excellent. Et, c'est la vie, il faut savoir. Je suis peut-être pas très bon là-dessus. Voilà. Mais à un moment donné, le truc qu'on a le plus précieux, c'est notre temps. Et on a tout ce que même. Et tu es obligé de faire des choix à l'intérieur. Et si la question que tu poses, c'est il y a trop de conflits entre trop de trucs différents, peut-être que je ferais ça en non-solicited advice parce que je fais des missions et tout, mais peut-être que c'est juste qu'il y a trop de trucs en même temps. Merci beaucoup, en tout cas, mais dans ton objectif, parce que c'est super intéressant ce que tu as expliqué, mais sur comment tu priorises, comment tu travailles avec le fait d'avoir 3 activités en même temps, plus ta vie perso. Dimanche soir, je planifie ma semaine et je sais exactement quels sont mes objectifs que j'ai envie de remplir dans ma semaine. En fait. Et je sais que si je veux sortir tel projet dans 6 mois, il faut que moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, il y ait ces avancées-là. Et pour d'urgence, tu priorises laquelle? C'est très rare que ça arrive de d'urgence exactement en même temps.
Et puis même, au final, je le fais au feeling. En fait, je m'écoute, tu vois. Si je me dis, il faut que tu gères ça en premier, je le fais en premier. C'est peut-être pas bon, peut-être. Mais rien que le temps de se dire, ah, qu'est-ce qu'il faut que je gère par rapport à mes objectifs, tu as perdu du temps. Donc, dès que j'ai un truc qui arrive sur le feu, déjà, c'est quelqu'un qui m'appelle et je me dis, OK, bah, je le gère en priorité. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut rester sur cette déclaration finale. En tout cas, merci beaucoup à tous nos intervenants. Je pense qu'on peut aussi remercier la salle et s'auto-féliciter d'avoir été si réactifs, si passionnés dans nos débats. On voit qu'on est à Sciences Po, que la liberté de parole reste parfaitement respectée. Merci encore beaucoup, puis à bientôt pour nos prochains événements.